Bonjour à tous. On va attendre un tout petit peu pour que tous les inscrits puissent venir au fur et à mesure. On va démarrer dans un instant. Est-ce que vous pouvez nous faire signe si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien? Ok, top. Je vois pas mal de mains levées. Vous pouvez également écrire dans le chat. Bonjour, bonjour. On devrait être assez nombreux aujourd'hui. On a presque 400 inscrits. Très bien. Hop. Je le fais entrer les derniers et on va démarrer. Bonjour, on entend bien. J'entends pas. Essayez de voir peut-être au niveau des réglages. Allez, les derniers et je démarre. Bonjour, bonjour. Très bien, allons-y. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Comme vous le savez, facturation électronique, vous en avez sûrement entendu parler. Donc, peut-être un peu avec de curiosité ou avec une inquiétude pour certains. On est là ensemble ce matin afin de démystifier ce sujet, vous donner des clés concrètes et vous aider à passer ce cap sereinement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler du coup de BGE. BGE, c'est un réseau associatif d'appui à l'entrepreneuriat fondé il y a 46 ans maintenant. Et depuis le début, notre mission est très simple: être aux côtés des entrepreneurs à chaque étape de leur aventure. Aujourd'hui, ça représente, en 2025, 68 000 personnes accompagnées et formées à l'entrepreneuriat. C'est également 565 implantations dans toute la France. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller sur notre site bge.asso.fr et aller en haut à droite dans la rubrique Trouvez votre BGE si vous souhaitez être accompagné. Au-delà des chiffres, ce qui nous anime, c'est une vision, une certaine idée de l'entrepreneuriat. Peu importe votre profil, votre parcours, l'âge, votre génération, votre point de départ, on pense que chacun peut réussir à condition d'être bien accompagné. Notre approche, c'est de rendre les chefs d'entreprise autonomes et non pas dépendants de nous. L'idée, c'est de vous donner les compétences dont vous avez besoin pour piloter de façon autonome votre activité et en toute confiance. C'est exactement dans cet esprit que ce webinaire va avoir lieu aujourd'hui sur la facturation électronique. C'est une obligation réglementaire qui arrive et on sait que pour beaucoup d'entre vous, elle soulève des questions. Quand, comment, avec quel outil, et est-ce que je suis vraiment concerné? Donc tout ça, vous allez avoir les réponses dans ce webinaire-là. Et ça va être donc Malika Saki de la Direction Générale des Finances Publiques qui va vous présenter cette réforme. Et ensuite, nous aurons Gérard Lesnay de Time qui va vous présenter la plateforme agréée et sa solution gratuite pour cette facturation électronique. Et sans trop attendre, je te laisse la main, Malika. Bonjour à tous. Écoutez, merci de prendre le temps de vous informer sur cette réforme majeure. On est à J-, je crois, 75 ou non, 70, bref. La première échéance interviendra au 1er septembre 2026. Donc, vous voyez, c'est assez proche. Je vais partager mon écran avec vous parce que j'ai un petit support pour que vous puissiez prendre mieux connaissance du sujet. Alors, le temps que ça arrive, le temps que ça mouline, donc je vais prendre quelques minutes pour vous présenter ce que nous on fait à la direction du projet de la facturation électronique. Donc, c'est un service de la Direction générale des finances publiques. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Si oui,
faites-moi un pouce. Oui, non, oui. OK. Alors, je vais essayer. Je vais le passer en diaporama, mais je ne sais pas si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez encore mon écran? Erdine, qu'est-ce que tu peux parler? Parce qu'en fait, comme j'ai un seul écran, je Oui, ne oui, vois on plus, en voit très fait. bien. Là, Tu as tu vois plein de l'écran? pouces, Malika. OK, super. Et en fait, la direction de projet facturation électronique, je vous l'ai dit, c'est un service de la Direction générale des finances publiques qui porte le projet de la réforme, donc cette réforme majeure pour l'ensemble des entreprises. Donc, ces aspects juridiques, on s'occupe de la rédaction des textes réglementaires qui vont asseoir la réforme dans le paysage, je dirais, des entreprises françaises. Dans ces aspects techniques, puisque c'est aussi une réforme technique hein, en lien avec l'Agence pour l'informatique et financière de l'État, donc l'AIFE, qui peut-être certains d'entre vous connaissent Chorus Pro, donc il va construire le portail de facturation qui comprendra l'annuaire, donc qui sera le référentiel des entreprises, on verra par la suite ce que c'est, et puis le concentrateur des données, et puis dans ces aspects communication, dans toutes nos activités avec des partenaires, par exemple BGE, France Num, ou des entreprises, hein, puisque ce n'est pas une réforme qu'on a fait tout seul dans un obscur bureau du 7e étage de Bercy, c'est vraiment une réforme qui est co-construite avec les entreprises, les fédérations professionnelles, les offreurs de solutions, que ce soit des éditeurs de logiciels ou des plateformes agréées. Vraiment, on a essayé de penser cette réforme avec les entreprises elles-mêmes pour pouvoir bénéficier des gains avérés sur cette réforme. Concrètement, la réforme de la facturation électronique, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, quand vous recevez des factures, vous pouvez les recevoir par mail, vous les recevez par courrier, ou alors vous allez les chercher sur le portail d'un fournisseur, c'est-à-dire vous vous connectez, vous vous identifiez juste au portail, je pense notamment aux fournisseurs d'énergie ou fournisseurs d'accès Internet, pour aller récupérer la facture. Donc, vous avez au minimum 3 canaux de réception des factures ou d'émission de factures. La réforme, c'est un changement en fait des modalités de facturation, un changement de modalité de réception des factures. Elle ne va pas modifier les règles comptables, elle ne va pas modifier les règles fiscales, on va simplement modifier la manière dont on reçoit des factures et la manière dont on émet des factures. Donc, le dispositif, c'est 3 points. C'est recevoir des factures au format électronique de mes fournisseurs professionnels établis en France. Donc là, dans ce cadre-là, je serai dans le cadre de la facturation électronique en tant que telle. C'est moi-même, en tant que fournisseur établi en France, c'est d'émettre des factures au format électronique à destination de mes clients qui sont établis en France. Et puis, c'est pour tous les autres, si je facture des particuliers, si je facture à l'international, je ne serai pas dans le périmètre de la facture électronique, je serai dans ce qu'on appelle la transmission électronique des données de transaction et ou de paiement. En très bon anglais, c'est le e-reporting des données, c'est-à-dire qu'on va cumuler, on va transmettre, déclarer des données sur les opérations avec des particuliers ou avec à l'international, que ce soit en Europe ou hors Europe. Quand je dis international, c'est vraiment globalisé, en dehors des frontières françaises. Donc, vous voyez, c'est recevoir et émettre des factures au format électronique à destination de mes clients et en réception de mes fournisseurs français. Donc, tout ce qui est opération franco-française, ça rentrera dans le périmètre de la facturation électronique. Vous pourrez aussi voir qu'on appelle ça le e-invoicing. Et puis, tout ce qui est facturé à des particuliers ou à l'international, ça rentrera dans le cadre du e-reporting. Toutes ces opérations-là, en fait, vous les ferez par l'intermédiaire d'un seul et même acteur, ce nouvel acteur qui va accompagner les entreprises dans la mise en place de la facturation électronique, ce qu'on appelle la plateforme agréée. On va définir par la suite ce qu'est la plateforme agréée, mais je pense que la plupart d'entre vous utilisez déjà des outils de facturation pour construire vos factures, des outils numériques, hein, j'entends, pas des outils bureautiques. Et vous verrez peut-être pour la plupart d'entre eux, ils ont fait la démarche de devenir plateforme agréée, mais je ne vais pas spoiler, on verra par la suite ce que c'est. Qui est concerné? Erding vous l'a dit, l'ensemble des entreprises françaises sont concernées. Au sens fiscal, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des assujettis à la TVA. Assujettis à la TVA, que vous facturiez de la TVA ou non. Puisque je vous le rappelle, hein, un assujetti à la TVA, qu'est-ce que c'est? C'est une personne physique ou morale qui exerce une activité économique de manière indépendante, que ce soit de manière continue ou occasionnelle, et qui exerce des opérations qui sont soumises à la TVA. Donc, on précise ici que ce sont toutes les entreprises, quelle que soit la taille, quelle que soit la forme juridique, quel que soit le chiffre d'affaires, qui sont concernées par la réforme de la facturation électronique, c'est-à-dire qui sont dans le champ de la réforme de la facturation électronique. On vous a ici détaillé, y compris les entreprises qui bénéficient du régime de la franchise en base, donc les micro-entrepreneurs sont dans le périmètre de la réforme, y compris les entreprises qui bénéficient du remboursement forfaitaire agricole, elles rentrent aussi dans le périmètre de la réforme pour leurs opérations.
les professions libérales, les indépendants, c'est-à-dire vraiment l'ensemble du monde de l'entreprise en France. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, là, je pense que la plupart d'entre vous, je dirais même, allez, 100% d'entre vous qui êtes avec nous aujourd'hui, êtes concernés par la réforme de la facturation électronique. Que vous facturiez ou non de la TVA, je vous l'ai dit. Donc vous êtes dans le périmètre de la réforme. Ça, je dirais, c'est le côté privé. Et puis, côté public, eh bien, on a aussi, au même titre que les entreprises, toutes les entités publiques, dès lors qu'elles sont assujetties à la TVA, elles rentrent dans le périmètre de la facturation électronique. Donc, vous avez l'État, vous avez certaines collectivités territoriales, certaines mairies, certaines municipalités sont concernées par la réforme de la facturation électronique. Vous avez les établissements publics nationaux, les établissements publics locaux, etc., etc. Donc, vraiment, le périmètre couvre l'ensemble des transactions, l'ensemble des entités qui facturent ou qui ont des activités commerciales en France. Donc, on a répondu à qu'est-ce que c'est que la réforme, on a répondu à qui est concerné. On va voir maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'une facture électronique? Puisque je vous dis que la réforme, c'est recevoir et émettre des factures au format électronique et transmettre le e-reporting. Une facture électronique, eh bien, ce n'est pas un PDF que vous avez converti, que vous avez envoyé par mail. Un PDF qui est transmis par mail, c'est une facture dématérialisée. Ce n'est pas une facture électronique au sens de la réforme. Une facture au format électronique, on vous a mis ici une image, c'est un flux de données, ce sont des suites en fait de données, de balises. Pour chaque balise correspond une information. Au sens du texte, une facture électronique, c'est une facture qui est émise, transmise et reçue sous une forme structurée et qui contient des données dématérialisées sous forme structurée. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, dans une facture électronique, ce sera un objet standardisé, ce sera un objet qui sera lu uniquement par des logiciels informatiques, exploitable par des logiciels informatiques. Alors, il y aura toujours une version lisible de la facture. Vous aurez toujours accès à une version lisible sur votre plateforme agréée de la facture. Mais la facture électronique, ce qui va s'échanger, ce sont des flux de données. Comment est constituée la facture électronique? C'est pour chaque balise, par exemple BT1, BT2, BT3, pour chaque balise correspond une information. Donc sur la facture électronique, vous retrouverez les informations classiques, la date, le numéro de la facture, le montant hors taxe, le montant TTC, etc., etc. Et pour chaque balise correspond une information, ce qui va permettre d'avoir un objet qui est standardisé, qui est normé, et donc on va éviter les erreurs et on va éviter les litiges. Autre point important, la facture électronique, elle est horodatée. Ça aussi, c'est une nouveauté, c'est un gain, un atout important dans l'entreprise, parce que lorsque les plateformes agréées vont s'échanger les factures, eh bien, elles vont apposer des statuts, ce qu'on appelle des statuts obligatoires. On en a 4, le statut déposé, le statut rejeté, le statut refusé et encaissé. C'est-à-dire qu'à chaque étape de traitement de la facture, il y aura une date qui sera apposée et un statut. Donc, vous, en tant que fournisseur et le client, pourra savoir exactement où en est le traitement de la facture, ce qui vous permettra, in fine, de suivre plus facilement le cycle de vie de la facture. Vous voyez déjà, en se projetant un petit peu, qu'on pourra suivre plus facilement ses factures. Qui dit suivre plus facilement ses factures, dit suivre plus facilement ses paiements, suivre plus facilement sa trésorerie. Donc ça, c'est important de le dire, c'est important même dans l'activité de l'entreprise, d'avoir cette possibilité de pouvoir avoir une date, je dirais, tangible et qui est horodatée lorsque la facture est conforme. Ça permet de suivre plus facilement et piloter, je dirais, sa trésorerie. Donc la facture électronique, c'est ce que vous avez à l'écran. Retenez que c'est un flux de données informatiques qui seront échangées entre les intermédiaires qui sont les plateformes agréées. Je vous l'ai dit, sur la facture électronique, on n'aura ni plus ni moins que les données que vous avez sur une facture traditionnelle. Donc, sur une facture traditionnelle, on peut avoir plus de 100 données, plus de 100 mentions sur la facture. Dans la facture électronique, vous pouvez tout convertir au format électronique. Simplement, nous, on va extraire, nous, quand je dis nous, c'est l'administration fiscale, 34 données obligatoires sur cette facture. Donc, nous, on va demander la date de la facture, le numéro de sirène de l'émetteur de facture, ça, vous l'avez déjà aujourd'hui, le numéro de la facture, le total, le montant total, le montant hors taxe, le montant TTC, le taux de TVA. Ça, ce sont des données qui figurent déjà dans la facture actuellement. Ce qu'on va demander dans le cadre de la réforme, c'est 4 nouvelles données pour permettre de mieux acheminer la facture, pour permettre de mieux comprendre dans quelle étape se trouve la facture. La première donnée, qui est vraiment la donnée primordiale, c'est le numéro de sirène du client.
Le numéro de sirène du client, demain, dans le cadre de la réforme, ça sera son adresse postale, l'équivalent de son adresse postale, l'équivalent de son adresse mail. C'est-à-dire que c'est grâce à l'adresse, le numéro de sirène du client, qu'on pourra acheminer facilement la facture du fournisseur vers le client. Ça, c'est la première donnée obligatoire. La deuxième donnée obligatoire, c'est est-ce que je fais de la prestation de service ou est-ce que je fais de la livraison de biens ou est-ce que je fais les deux? Ça aussi, il faudra l'indiquer sur la facture. Troisième donnée obligatoire, est-ce que vous avez opté pour le même paiement de la TVA sur les débits? C'est-à-dire que est-ce que vous avez choisi de payer la TVA au moment où la facture est émise, notamment dans le cas des prestations de service? Et puis, quatrième donnée obligatoire, c'est l'adresse de livraison du bien, si elle est différente de l'adresse du client. Donc, la facture électronique, c'est une facture qu'on a organisée différemment, dont les données sont présentées différemment, mais ça ne change pas du tout la manière dont vous facturez aujourd'hui. Évidemment, si vous souhaitez indiquer d'autres données sur la facture, vous pourrez toujours le faire. Hein. Vous pourrez toujours mettre votre logo, indiquer les horaires d'ouverture ou d'autres informations que vous souhaitez communiquer à votre client. Simplement, ces informations-là, elles ne redescendront pas à l'administration fiscale. Nous, ce qu'on va extraire, c'est vraiment ces 34 données qui sont nécessaires pour pouvoir faire les contrôles nécessaires, pouvoir faire les remboursements de crédit TVA. On verra par la suite les bénéfices. Ces 34 données-là, si vous souhaitez les connaître, vous avez la liste qui est publiée sur impôt.gouv.fr, librement accessible dans la rubrique « J'approfondis mes connaissances sur la réforme ». Sur le e-reporting, on a vu ce qu'était la facture électronique. Finalement, c'est j'échange ma facture d'un fournisseur français vers un client établi en France avec une facture qui est standardisée, qui est normée, qui est un objet facture. Le e-reporting, je vous l'ai dit, c'est différent. Le e-reporting, ce sera une déclaration de données cumulées. Alors, le e-reporting, il est dans quel cadre? Quand l'entreprise, donc l'entreprise établie en France, elle facture des biens ou des prestations de services, ou les deux, d'une part à des clients non assujettis, c'est ce qu'on appelle tous ceux en fait qui ne facturent pas de TVA, qui ne sont pas dans le périmètre de l'assujettissement tel que j'ai défini tout à l'heure, c'est des particuliers, ce sont des associations à but non lucratif, ce sont des salariés d'une entreprise, par exemple. Lorsque vous, en tant qu'entreprise établie en France, vous facturez des particuliers, c'est le cas le plus courant, vous serez dans le cadre du e-reporting, ce qu'on appelle le e-reporting de transactions B2C. Dans ce cadre-là, vous allez devoir fournir le cumul des données de votre chiffre d'affaires, finalement, en détaillant le montant hors taxe, le montant TTC et les taux de TVA. Si vous avez une caisse enregistreuse, c'est le pied du ticket Z. Je prends un exemple, vous êtes boulanger, fleuriste ou coiffeur, par exemple, donc vous avez une activité commerciale et votre clientèle est composée de particuliers. En fin de journée, le boulanger, il va avoir son chiffre d'affaires sur son ticket de caisse. C'est ça qui va constituer son e-reporting. C'est-à-dire que c'est le montant hors taxe, le montant TTC et le taux de TVA. On n'a pas besoin de savoir combien il a vendu de pain au chocolat, on n'a pas besoin de savoir combien il a vendu de pâtisserie, on n'a pas besoin de savoir à qui il a vendu, si c'est le voisin, si c'est la voisine, si c'est Roger, Ginette ou Claude. On s'en fiche. Dans le e-reporting, ce qu'on veut, ce sont des données cumulées. Ce sont des données agrégées. Donc, c'est l'équivalent de son pied de ticket de caisse. Vous le faites déjà dans votre activité. Quand vous facturez des particuliers, vous faites déjà ces calculs-là. Donc, finalement, ça ne va pas vous ajouter d'actions supplémentaires. Ça, c'est dans le cas où l'entreprise facture des particuliers. On a aussi dans ce e-reporting de transaction, tout ce qui est lorsque vous facturez des clients étrangers, que ce soit des particuliers ou des entreprises à l'étranger, parce qu'on ne peut pas en fait leur imposer la facture électronique. Là, en tant qu'entreprise française, vous allez devoir déclarer ces opérations à l'international par le biais d'un e-reporting de transaction B2B international. Qu'est-ce que c'est? Là aussi, qu'est-ce qu'on va vous demander? On va vous demander exactement les mêmes données qu'une facture que vous faites à destination d'un client français, c'est-à-dire la date de la facture, le numéro de facture, le montant total, le montant hors taxe TTC, etc., le numéro d'identification de votre client si c'est une entreprise étrangère, là aussi, mais on va simplement vous demander ces données cumulées-là pour le client étranger. Donc, je dirais rien de différent par rapport à ce que vous faites déjà aujourd'hui. Si vous souhaitez envoyer votre facture en parallèle par mail à l'entreprise, vous pouvez le faire. Ça, c'est le e-reporting de transaction, ce qu'on appelle B2B international. Et puis enfin, on a une particularité en France qui est liée à l'exigibilité de la TVA, c'est-à-dire que pour certaines opérations, les prestations de services, les acomptes, par exemple les acomptes sur livraison de biens, il y a une différence entre le moment où vous émettez la facture, le moment où la prestation est réalisée, le moment où c'est payé.
en France, si vous n'optez pas pour le paiement sur de la TVA sur les débits, c'est-à-dire que si la TVA n'est pas collectée au moment où la facture est émise dans le cadre de cette opération-là, eh bien, vous pouvez, c'est décalé au moment où la facture est payée. Je prends un exemple, je suis un consultant informatique, donc auto-entrepreneur vient à mon compte. Donc j'ai mon contrat, j'ai mon devis avec une entreprise, donc une entreprise établie en France, donc ce sera de la facture électronique. Cependant, dans la mesure où c'est une prestation de service que j'effectue à destination de cette entreprise, eh bien, je vais devoir faire un e-reporting de paiement. Simplement, entre le moment où j'ai émis la facture et le moment où j'ai été payé et le moment où l'action a été réalisée, il peut se passer un laps de temps certain. Donc, en fait, ma TVA, elle sera prise en compte, cette facture sera prise en compte au moment où elle a été encaissée. Donc, c'est à ce moment-là que mon e-reporting de paiement sera réalisé. Donc, première action, je crée ma facture à destination de mon client professionnel, donc sur ma plateforme agréée. Deuxième action, je crée mon e-reporting de paiement. Ça peut être 1 mois, 2 mois après ou le jour même, au moment où ma facture est payée. Ça, c'est dans le cadre des prestations de services. Donc, effectivement, il y a 2 actions à faire lorsque vous n'avez pas opté pour le paiement de la TVA sur les débits et que vous faites des opérations dont la TVA est exigible à l'encaissement. S'agissant de la fréquence sur les déclarations de e-reporting, elle est liée en fait à votre régime de TVA. Je reprends mon exemple du consultant qui est franchisé en base. Eh bien, lui, il va devoir déclarer ses opérations de e-reporting, donc que ce soit à destination de particuliers, un international ou autre, eh bien, tous les 2 mois. C'est-à-dire que tous les 2 mois, il va devoir déclarer son chiffre d'affaires sur cette période bimensuelle et la déposer entre le 25 et le 30 du mois suivant. Aujourd'hui, vous déclarez déjà ce chiffre d'affaires, que ce soit de manière annuelle ou mensuelle à l'URSSAF, par exemple. Eh bien, là, en plus, on va vous demander de faire ce e-reporting de transaction pour avoir ce cumul de chiffre d'affaires de votre chiffre d'affaires qui constituera le e-reporting. Si l'entreprise est au régime réel normal mensuel, donc ce qu'on a la première ligne du haut, je pense par exemple à la grande distribution. La grande distribution, vous le savez, leur clientèle est essentiellement composée de particuliers, vous, moi ou autres. Eh bien, pour elles, compte tenu du volume des données, compte tenu du volume des transactions, eh bien, elles vont devoir déposer leur e-reporting 3 fois par mois. Donc, pour les franchisés en base, donc tout ce qui concerne les micro-entrepreneurs et tout petites entreprises qui sont franchisées en base, c'est tous les 2 mois. Pour les grandes entreprises, c'est 3 fois par mois. Pourquoi, en fait, on vous demande d'avoir ces données à cette fréquence? Il y a plusieurs objectifs. L'un des objectifs, c'est de proposer le pré-remplissage de la déclaration de TVA aux entreprises. Un peu comme aujourd'hui, en tant que particulier, on a la déclaration pré-remplie des revenus. On souhaiterait proposer le même service aux entreprises. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui concerne aussi la DGFiP. Certains d'entre vous, parfois, bénéficient du remboursement de crédit de TVA. C'est-à-dire que vous déduisiez plus de TVA que vous n'en collectez, à ce moment-là, on vous demande, donc des collègues vous demandent des justificatifs pour pouvoir bénéficier de ce remboursement de crédit de TVA de la part de l'administration. Là, dans la mesure où on aura toutes les données de toutes vos opérations à l'instant T, on ne vous demandera plus ces justificatifs-là. Je ne vais pas dire que les remboursements de crédit TVA seront automatiques, mais seront facilités si vous transmettez les données correctement en temps et en heure. Donc, vous voyez, on a quand même beaucoup de bénéfices sur l'ensemble de ces transactions. Facturation électronique, je transmets ma facture au moment où j'ai réalisé l'opération par l'intermédiaire de ma plateforme agréée. E-reporting, c'est une déclaration de données que je fais sur ma plateforme agréée selon la période qui est liée à mon régime de TVA. Ça va vous sembler un peu compliqué, ces données, c'est oui, mais il faut que je fasse tout ça, oui, on nous rajoute des choses, oui, mais c'est compliqué, enfin, c'est ce qu'on entend souvent, mais finalement, à un moment donné de votre vie d'entrepreneur, dans l'année, vous devez faire cet exercice de calculer votre chiffre d'affaires. Simplement, là, ce sera une fréquence différente par rapport à ce que vous pouvez réaliser déjà aujourd'hui. Donc ici, on vous a remis un résumé. Ces obligations, je vous l'ai dit, elles sont complémentaires. Elles vont couvrir toutes les transactions des entreprises. Si vous facturez ou vous recevez des clients de vos fournisseurs ou de vos clients français établis sur le territoire national, ce sera de la facturation électronique.
Si vous facturez des particuliers ou vers l'étranger, ça sera dans le cadre du e-reporting de transaction. Donc, c'est cette déclaration des données. Si vous facturez des prestations de services, il faudra en plus faire le reporting de paiement si vous n'avez pas opté pour le paiement de la TVA sur les débits. Et donc, pour l'ensemble de ces transactions, pour l'ensemble de ces opérations, vous allez avoir un acteur nouveau qui est la plateforme agréée qui prendra en charge l'ensemble de ces opérations et j'irai même plus loin, qui absorbera la complexité de ce que je viens de vous expliquer, puisque le but quand même de la plateforme agréée, c'est de faciliter la mise en œuvre de la réforme en vous proposant des services pour vous accompagner sur le déploiement de la réforme. On va rentrer ici dans le vif du sujet avec une présentation du circuit de transmission des factures et des données. Demain, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, tout ça, vous n'allez pas le voir. En fait, ça, c'est, j'aime bien assimiler ça à une voiture. Quand vous conduisez la voiture, vous montez dans la voiture, vous insérez la clé, vous appuyez sur le bouton, vous démarrez. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passe dans le moteur, quelles sont les transmissions, les bougies, l'alternateur, tout ça, vous ne vous en occupez pas. Eh bien là, on va un peu faire la même chose. On va décortiquer ensemble le processus pour que vous puissiez connaître comment fonctionne le mécanisme, quels sont les acteurs qui sont dans le cadre de ce mécanisme. Mais demain, je dirais, toute cette complexité-là, c'est la plateforme agréée qui va l'absorber. Vous allez simplement vous connecter sur votre profil, vous allez rentrer vos données, créer votre facture et je dirais le back-office, il sera pris en charge par la plateforme agréée. Mais c'est quand même important que vous sachiez comment ça fonctionne. C'est quand même important que vous connaissiez quels sont les acteurs qui sont dans le dispositif. Donc, forcément, on a des entreprises, hein, fournisseurs et clients. C'est-à-dire que demain, moi, en tant qu'entreprise établie en France, si je facture un client qui est établi en France, soit je dépose directement ma facture sous format PDF ou autre sur ma plateforme agréée, selon les services qu'elle va offrir. Soit je peux saisir les données de ma facture sur ma plateforme agréée. Ma plateforme agréée, donc ma plateforme d'émission, elle va aller consulter l'annuaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure que l'annuaire des entreprises, c'était une brique importante du dispositif. Cet annuaire des entreprises, donc, que vous avez au milieu, il est géré par l'administration. Il est géré plus particulièrement par l'AIFE, donc l'Agence pour l'informatique financière de l'État. Cet annuaire, qu'est-ce que c'est? C'est le référentiel, c'est la liste de toutes les entités qui sont assujetties à la TVA, c'est-à-dire de toutes les entités qui sont dans le périmètre de la réforme. Donc, vous avez 11 millions de lignes dans cet annuaire. Donc, ce sont les 11 millions d'entités assujetties à la réforme, qu'elles soient privées ou publiques, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure que les entités publiques étaient également assujetties, et quand elles sont assujetties, elles sont dans le périmètre de la réforme. Donc, dans cet annuaire, on a les 11 millions de numéros de sirène. Auprès de chaque numéro de sirène, vous allez devoir désigner une plateforme pour qu'elle reçoive vos factures au format électronique. Donc, dans cet annuaire, hein, vous avez donc les 9 chiffres du numéro de sirène, sirette, ou si vous souhaitez recevoir les factures à une maille plus fine, vous le pouvez. Donc, sirette. Donc, et chaque sirette, auprès de chaque sirette, vous, en tant que chef d'entreprise, vous allez devoir désigner la plateforme qui va recevoir, voire émettre les factures électroniques pour votre compte. Donc, mon fournisseur va déposer la facture sur sa plateforme agréée. Sa plateforme agréée va aller consulter l'annuaire, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure que le numéro de sirène, c'était une donnée obligatoire, une nouvelle donnée obligatoire dans la facture. À l'appui de ce numéro de sirène, il va trouver la plateforme du client et donc acheminer la facture de votre plateforme à vous vers la plateforme du client. Aujourd'hui, quand vous avez, j'aime bien prendre ce parallèle-là, aujourd'hui, quand vous devez appeler, par exemple, je dois appeler Gérard. Donc, Gérard, qui tout à l'heure va présenter la plateforme Time. Donc, quand j'appelle Gérard, je compose simplement son numéro de téléphone, 06 ou 07, etc., etc. Je n'ai pas besoin de savoir si Gérard, il est chez Orange, chez SFR, chez Bouygues ou chez Free. Moi, ce que j'ai besoin de connaître, c'est son numéro de téléphone. Eh bien, demain, vous, en tant qu'entrepreneur, quand vous allez adresser une facture à votre client, vous n'avez pas besoin de savoir chez quelle plateforme il a signé. Vous avez simplement besoin de savoir sur quel numéro de sirène, sur quel numéro de sirette il souhaite recevoir sa facture. C'est exactement la même chose. L'annuaire, je vous l'ai dit, il est administré par l'AIFE, il est modifiable par les plateformes et l'administration. Vous, en tant qu'entreprise, vous ne pouvez pas intervenir directement dessus. Mais cet annuaire-là, c'est la brique la plus importante du dispositif, puisque c'est grâce à lui que la facture sera correctement acheminée d'un fournisseur vers un client. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est au moment où j'émets ma facture, je vous l'ai dit tout à l'heure, ma facture, elle est constituée de données. Donc, parmi ces données, parmi la centaine de données qu'il y a sur une facture, il y a 34 données obligatoires qui vont redescendre à l'administration fiscale.
Cette extraction des données, eh bien, c'est ma plateforme d'émission qui va la faire. C'est-à-dire qu'au moment où je dépose ma facture sur ma plateforme agréée, certes, elle va l'adresser à la plateforme du client, certes, mon client va le recevoir, mais dans le même temps, elle va extraire les 34 données obligatoires et les transmettre, ce qu'on appelle au concentrateur des données. Donc, c'est ce que vous avez aussi au centre de l'écran. C'est-à-dire que ce concentrateur de données, c'est quoi finalement? C'est un silo qui va recevoir toutes les données qui sont extraites par les plateformes agréées des factures électroniques et qui va recevoir aussi toutes les données de e-reporting. Donc, on a estimé que le volume d'échange de factures électroniques sera de 2 à 3 milliards. Donc, vous vous rendez compte quand même que c'est quand même énorme pour l'économie française. Et donc, vous multipliez par 34 données, on aura des centaines de milliards de données qu'on va recevoir à la DGFiP pour pouvoir, eh bien, je dirais, remplir les objectifs de la réforme. On verra par la suite ce que c'est. Donc, en gros, voilà le dispositif. La plateforme agréée de votre plateforme agréée, elle a 2 rôles. Le premier, c'est de transmettre la facture à votre partenaire commercial, donc à votre client. Et le second, eh bien, c'est d'extraire les données et de les transmettre à l'administration fiscale. Entre la plateforme agréée et le fournisseur, on peut avoir ce qu'on appelle la solution compatible. Qu'est-ce que c'est? Une solution compatible, c'est un éditeur de logiciel qui n'a pas fait les investissements nécessaires, parce qu'on verra tout à l'heure quand même, c'est assez exigeant de devenir plateforme agréée, mais qui néanmoins eh bien, émet des factures au format électronique conforme aux attendus de la réforme. Ça peut être des logiciels métiers, ça peut être des logiciels de facturation, ça peut être des logiciels de caisse qui, eux, seront positionnés entre l'entreprise et la plateforme agréée. Puisque la plateforme agréée, ça reste l'intermédiaire indispensable d'échange de factures entre le fournisseur et le client. C'est-à-dire que demain, toutes les entreprises, même si elles ont déjà une solution métier, devront avoir une plateforme agréée pour pouvoir recevoir des factures au format électronique. Donc, voilà un peu la mécanique du dispositif. Il me semblait quand même important de vous la décrire, que vous sachiez comment ça fonctionne, parce que demain, en fait, eh bien, vous n'aurez pas besoin de connaître tous ces éléments-là. Tout ça sera pris en charge par la plateforme agréée. Alors, s'agissant de l'annuaire, je vous l'ai dit, l'annuaire de la facturation électronique, c'est la brique indispensable. C'est le référentiel qui va permettre d'acheminer correctement la facture d'un fournisseur vers le client. Et puis, il va aussi vous permettre eh bien, de voir sur cet annuaire-là si votre client a d'ores et déjà désigné une plateforme agréée. Vous avez ici un QR code que vous pouvez scanner. Normalement, vous allez vous retrouver dans l'annuaire de la facturation électronique puisque vous êtes assujetti à la TVA. Vous êtes dans le champ de la réforme pour la réception au moins de la facture électronique. À ce sujet-là, je vais faire un petit aparté. On a fait une vague de mass mail. Donc, la DGFiP vous a écrit dans le courant de la semaine dernière pour vous inviter à désigner une plateforme agréée pour être prêt le 1er septembre 2026, justement pour pouvoir recevoir des factures au format électronique des entreprises qui vont déjà passer à l'émission. On verra par la suite le calendrier. Sur les rôles de la plateforme agréée, je vous l'ai dit, elles ont plusieurs rôles, elles sont l'intermédiaire indispensable. La plateforme agréée, qu'est-ce que c'est? C'est un éditeur de logiciels informatique, c'est une solution numérique qui a fait la démarche auprès de la DGFiP, donc qui a déposé un dossier d'agrément auprès de la DGFiP pour pouvoir eh bien, avoir ce qualificatif de plateforme agréée, pour pouvoir être immatriculées. Elles sont immatriculées pour une durée de 3 ans. Elles doivent répondre à un cahier des charges qui est quand même assez strict, assez exigeant. On vérifie les obligations fiscales déclaratives et de paiement. On reste administration fiscale, donc pour nous, c'est quand même primordial de vérifier cet aspect-là. On vérifie aussi leur conformité technique. Est-ce qu'elles ont une architecture qui est suffisamment solide pour pouvoir eh bien, recevoir, émettre et traiter les factures des entreprises? On vérifie aussi tout ce qui est solution de sécurité. Là aussi, avec des normes qui sont assez exigeantes, je pense que Gérard, tu pourras le dire tout à l'heure, on a environ 140 plateformes agréées qui ont été immatriculées par l'administration fiscale sur à peu près 310 dossiers qui ont été déposés depuis mai 2023. Donc, vous voyez quand même qu'on a fait pas mal de rejets. Donc, elles sont immatriculées pour une durée de 3 ans. Et donc, tous les 3 ans, elles doivent redéposer un dossier pour pouvoir garder cet agrément de plateforme agréée. Au cours de cette durée d'immatriculation des 3 ans, eh bien, elles sont auditées chaque année par un organisme certificateur indépendant. C'est InfoCert, c'est PwC, c'est EY. Ce sont vraiment des gens dont c'est le métier. Justement, sur tous les aspects infrastructure, sur tous les aspects, elles rentrent un peu plus, je dirais, dans les entrailles de la plateforme pour pouvoir vérifier cette brique de facturation électronique, si elle fonctionne correctement et si elle respecte bien les règles. Donc, la liste des plateformes agréées,
Elle est disponible sur impôts.gouv.fr. Donc, cette liste, elle ne va pas s'arrêter au 1er septembre 2026. Elle continuera à être enrichie en fonction des immatriculations, parce qu'on a encore des dossiers qui sont déposés pour pouvoir avoir ces immatriculations. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter si vous utilisez déjà un outil, voir si cet outil n'est pas devenu plateforme agréée. Donc, la plateforme agréée, je vous l'ai dit, elle a plusieurs rôles. Donc, émettre, transmettre, réceptionner la facture du fournisseur au client. Je vous l'ai dit, demain, elle sera l'intermédiaire indispensable d'échange entre un fournisseur et un client. Extraire les données de facturation, les fameuses 34 données, et elle reçoit les données de e-reporting. Donc, transférer tout ça à l'administration fiscale. Ça, c'est le rôle de la plateforme agréée. Gérer les cycles de vie de la facture. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les statuts qui sont apposés, ils seront apposés par la plateforme. Donc, 4 statuts obligatoires. Il y en a 8 ou 9 autres qui sont facultatifs. Là aussi, c'est en fonction de votre activité. Essayez de savoir ce qui serait intéressant pour votre activité d'avoir comme statut. Mais les 4 obligatoires, normalement, sont suffisants pour pouvoir bien suivre et piloter votre trésorerie. Et puis enfin, mettre à jour l'annuaire des destinataires dès la facture, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'annuaire, c'était une liste, enfin un référentiel constitué des sirènes. Et donc, c'est auprès de chaque sirène que la plateforme va s'inscrire dans l'annuaire pour dire, pour tel numéro de sirène, je serai la plateforme de réception des factures au format électronique. Pour pouvoir formaliser cette disposition, on a mis en place un accord formel, c'est-à-dire que vous, en tant que chef d'entreprise, vous devez désigner formellement une plateforme en tant que plateforme de réception. Donc, vous avez une action à faire en tant que chef d'entreprise dans le choix de votre plateforme agréée. Alors, vous pouvez déléguer ça à votre comptable si vous en avez un ou à un éditeur de logiciels. Mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que le chef d'entreprise désigne sa plateforme agréée comme plateforme de réception en disant, moi, chef d'entreprise, tel numéro de sirène, je désigne telle plateforme en tant que plateforme de réception de mes factures. Donc, à l'appui de ce document-là, elle pourra s'inscrire dans l'annuaire en tant que plateforme de réception. Donc, normalement, si vous avez la curiosité d'aller voir sur les sites ou sur les plateformes, ça peut être en un clic, ça peut être un peu plus formalisé, mais on exige quand même cette étape qui est pour nous primordiale et importante pour éviter les inscriptions sauvages dans l'annuaire des plateformes agréées au nom des entreprises. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi fait des efforts de communication. Donc, sur la plateforme agréée, au-delà de la liste qui est sur impôts.gouv, on a créé une marque plateforme agréée facturation électronique. Donc, vous avez le repère qui est à gauche, donc en rouge, plateforme agréée, que les plateformes peuvent utiliser dans leur communication ou sur leur plaquette. Et puis, on a aussi voulu mettre en valeur tout ce qui était éditeur de logiciels qui n'ont pas fait les investissements nécessaires pour devenir plateforme agréée. Mais je vous l'ai dit, qui serait solution compatible, 2 conditions à respecter. La première, c'est de disposer des fonctionnalités qui sont compatibles avec les formats attendus de la réforme en matière de facture électronique et de e-reporting. Et puis, deuxième modalité, les deux sont cumulés, c'est de se connecter à au moins une plateforme agréée pour pouvoir transmettre et échanger les factures d'un fournisseur à un client. Sur le calendrier, je vous l'ai dit, première échéance, 1er septembre 2026, c'est la date où toutes les entreprises, toutes les entités assujetties à la TVA sont concernées par la réception de factures au format électronique. Donc, qui dit réception de factures au format électronique dit que je dois m'équiper d'une plateforme agréée pour pouvoir recevoir les factures au format électronique. Pourquoi, en fait, on a demandé à ce que toutes les entreprises reçoivent des factures au format électronique au 1er septembre 2026? Parce qu'à cette même date, on a les grandes entreprises françaises, les entreprises de taille intermédiaire qui, elles, vont devoir émettre des factures au format électronique et faire leur e-reporting au 1er septembre 2026. On parle de 300 grandes entreprises françaises, vous les connaissez, et de à peu près 8000 entreprises de taille intermédiaire. C'est-à-dire que, en gros, toutes les entreprises françaises qui ont un effectif qui est supérieur à 250 salariés, elles rentrent au 1er septembre 2026 en réception et en émission. Donc, vous, en tant que petite entreprise, vous allez recevoir des factures de vos fournisseurs d'accès Internet, des fournisseurs de matériel, via la plateforme agréée à partir du 1er septembre 2026. Et je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà reçu des mails, par exemple, de Leroy Merlin, Castorama ou Amazon, qui vous indiquaient, qui vous demandaient de vérifier si vos numéros de sirène étaient corrects pour qu'eux aussi puissent mettre à jour leur référentiel de fournisseurs et de clients, justement pour se préparer à l'échéance du 1er septembre 2026. Deuxième étape, c'est jusqu'au 1er septembre 2027. Donc, à partir du 1er septembre 2027, les PME, TPE, micro-entreprises
seront, elles, concernées par l'émission de factures électroniques et la transmission du e-reporting. Si vous êtes en capacité de le faire avant, faites-le avant. Vous pouvez utiliser la même plateforme en réception et en émission. Vous pouvez utiliser une plateforme différente en réception et en émission. Ça, c'est au choix, je dirais, de l'activité et du chef d'entreprise. Dans tous les cas, 1er septembre 2026, je m'équipe d'une plateforme agréée pour recevoir les factures au format électronique de mes fournisseurs qui, eux, seraient passés en émission 1er septembre 2026. Et vous avez jusqu'au 1er septembre 2027 pour émettre des factures au format électronique et transmettre votre e-reporting. Pourquoi, en fait, on a fait ce calendrier différencié? Pour laisser le temps aux entreprises qui ont une maturité numérique bien moins avancée de se mettre en conformité, de choisir le bon outil pour pouvoir être prêt au 1er septembre 2027, notamment en émission de factures électroniques. Sur l'accompagnement, là aussi, je vous l'ai dit, cette réforme, on ne l'a pas fait tout seul. On l'a construite avec les fédérations, avec les offreurs de solutions, les entreprises elles-mêmes. Donc, sur impôts.gouv, qui est notre vecteur de communication, je dirais, premier, on a mis un espace « Je passe à la facturation électronique » où vous trouverez de nombreuses ressources avec des questions accessibles en page d'accueil, des dépliants d'informations de premier niveau, un dépliant qui est destiné aux micro-entreprises, des fiches pédagogiques, là aussi à destination des TPE-PME qu'on a co-construites avec les entreprises justement de ce secteur-là, et puis des foires aux questions qu'on enrichit au fur et à mesure des remontées du terrain, et puis pour pouvoir répondre et couvrir l'ensemble des cas. On a aussi mis, ça aussi j'aime bien le mettre en avant, un outil, ce qu'on appelle nous un outil d'autodiagnostic, pour permettre aux entreprises de connaître leurs obligations de manière personnalisée. Vous avez 4 questions, ça prend littéralement 2 minutes. En 4 questions, eh bien, vous connaissez, vous allez savoir les obligations qui seront propres à votre activité. Par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure, je suis boulanger, donc je suis donc petite entreprise, ma clientèle est constituée essentiellement de particuliers, je suis au régime réel normal mensuel, par exemple, eh bien, on aura une fiche qui va être générée avec l'ensemble des obligations qui concernent mon activité de boulanger et qui vend que des viennoiseries à des particuliers. Donc, je n'aurai que le e-reporting finalement qui sera expliqué sur cette fiche-là. Je trouve que c'est un bon complément au webinaire que vous suivez aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller faire le test sur impôts.gouv.fr. Donc, ça se passe dans la rubrique « La facturation électronique, qu'est-ce que ça change pour moi ?» On a aussi fait une petite to-do list pour vous aider à vous préparer. La première étape, c'est de vous informer. Qu'est-ce qui va changer pour votre entreprise? Je vous l'ai dit. Documentation complète et pédagogique sur impôts.gouv. Vous avez aussi un formulaire e-contact qui est accessible pour les usagers professionnels sur votre messagerie sécurisée. Donc là, c'est propre à votre activité, c'est propre à votre entreprise. Donc, vous avez des agents de la DGFiP qui peuvent répondre à vos problématiques particulières. On a aussi mis un numéro vert en ligne depuis avril maintenant. Donc, il est 0806 807 807. Donc, n'hésitez pas à les appeler si vous avez des questions pour lesquelles vous n'auriez pas les réponses sur impôts.gouv ou sur d'autres supports. On vous préconise aussi de vérifier vos outils actuels. Si vous êtes déjà équipé d'un logiciel, n'allez pas choisir un nouveau logiciel ou n'allez pas faire des dépenses supplémentaires. Rapprochez-vous de votre éditeur de logiciel pour savoir est-ce qu'il ne va pas devenir plateforme agréée. En ce cas-là, ça sera plus simple pour vous. Rapprochez-vous de lui pour savoir s'il ne va pas mettre en place une mise à jour facturation électronique, donc dans ce moment-là, qui va devenir solution compatible. Et puis, si vous avez un expert comptable ou un comptable, rapprochez-vous de lui parce qu'il connaît votre activité et il pourra aussi vous conseiller pour choisir un bon outil. Comment choisir le bon intermédiaire? Vous avez, je vous l'ai dit, une liste de 140 plateformes agréées sur impôts.gouv. Vous n'allez pas consulter les 140 fiches. Moi, ce que je vous préconise, c'est de comparer 3 offres en matière de prix, en matière de compatibilité avec vos outils actuels, simplicité d'utilisation aussi. Est-ce que ça traite aussi des cas que vous avez dans votre activité? Vous avez des comparatifs de plateformes agréées qui sont accessibles en ligne. Je pense notamment à le benchmark, enfin le comparatif des offres des plateformes agréées qui a été fait par The Invoicing Hub. Donc, n'hésitez pas à y aller parce qu'on a une fiche pour chaque plateforme agréée qui ont répondu à un questionnaire qui est extrêmement bien fait. Donc, choisissez 3 plateformes agréées parmi celles qui vous intéresseraient et comparez en fonction de votre activité ou en fonction de vos besoins, puisque faut toujours partir des besoins de votre entreprise. Comment je facture? Quel est mon volume de facture? Pour pouvoir choisir le bon outil. Et enfin, tester votre système informatique, notamment pour recevoir les factures électroniques pour être prêt le 1er septembre 2026. Enfin, on va finir sur pourquoi on a fait tout ça, pourquoi on met en place la facture électronique, pourquoi on a mis en place ce dispositif en France.
Alors, au-delà de ce que vous avez sur la slide, on a ce qu'on appelle la directive européenne VIDA, donc VAT in the Digital Age, donc la TVA à l'ère du numérique, qui va intervenir en Europe au 1er juillet 2030. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui en 2026, c'est se préparer à l'échéance du 1er juillet 2030, qui va imposer les échanges de factures électroniques au niveau intracommunautaire, donc sur le sol de l'Union européenne. On n'est pas les premiers à avoir fait la facture électronique en Europe. On a nos voisins italiens qui ont mis en place la réforme de la facturation électronique déjà depuis le 1er janvier 2019. Donc, vous voyez quand même qu'on a un certain recul. Les bénéfices que je vais vous présenter tout à l'heure sont avérés. On s'est basé sur l'expérience italienne. On a aussi nos voisins belges qui ont mis en place la réforme de la facturation électronique le 1er janvier 26, donc là, cette année. On a aussi la Grèce, on a l'Allemagne qui réfléchit aussi, le Portugal, l'Espagne. Bref, vous voyez que c'est vraiment un élan européen, je dirais même un élan mondial, parce que les pionniers en matière de facturation électronique sont les voisins d'Amérique latine, hein, oui, effectivement. Donc Chili, Pérou, Brésil, Argentine ont mis en place la facturation électronique dans leurs échanges. Et puis, côté asiatique aussi, le Japon y réfléchit, la Malaisie, la Corée. On a vraiment cet élan mondial qui met en place la facturation électronique parce que les bénéfices sont avérés à la fois pour les entreprises et puis aussi pour l'administration. Quelques détails ici. Donc, notre slogan, c'est la facturation électronique, c'est plus juste, plus simple, plus efficace. Pour les entreprises, je vous l'ai dit, l'objet facture sera standardisé, il sera normé. Donc, on a une gestion quotidienne qui sera facilitée. Quand on dit accélération des échanges, c'est-à-dire qu'on aura un suivi, une traçabilité du traitement de la facture du fournisseur au client, chose qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, parce que la plupart d'entre vous aujourd'hui émettez des factures, les adressez par mail. Si vous avez un client qui est de bonne foi, il vous règle tout de suite. Si vous avez un client qui peut être de mauvaise foi, il peut vous dire c'est tombé dans les spams, ah j'ai pas vu le mail ou mon chien a mangé la facture. Ça aussi, ça peut arriver. Là, dans le cadre de la facture électronique, ce sera horodaté, donc il y a plus d'excuses pour pouvoir traiter la facture. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et qui est à mon sens le plus important quand on est une petite entreprise, c'est que toutes les factures sont centralisées au sein d'un même outil. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va chercher des factures sur le portail, on les reçoit par mail, on les reçoit par courrier. Là, avec la réforme, toutes les factures, elles seront reçues sur la plateforme agréée, tout sera concentré au même endroit. Donc, en termes de pilotage, en termes de suivi de trésorerie, si en plus vous utilisez la même plateforme pour émettre, eh bien, vous pourrez savoir quelles sont les dépenses, quelles sont les recettes et les visualiser sur un seul tableau de bord. Ça, c'est important, je trouve, de le préciser, notamment dans le pilotage de l'activité de l'entreprise, même les plus petites. Et puis enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure que la facture sera horodatée, donc on pourra suivre plus facilement les délais de paiement. Je vous l'ai dit, à titre d'exemple, l'Italie a divisé les délais de paiement par 2. Donc on voit aussi, alors pas parce que vous avez obligé votre client à payer, simplement parce qu'il y a eu une espèce de civisme qui s'est mis en place. Et voilà, si vous avez un client qui ne veut pas payer, qui est récalcitrant, ça malheureusement, même avec toute la volonté du monde, la réforme ne changera rien. Là, c'est à vous de décrocher votre téléphone et de faire comme aujourd'hui pour pouvoir recevoir votre paiement. Ça, je dirais, c'est les bénéfices pour les entreprises. Pour l'administration aussi, on a des bénéfices parce que sinon, on n'aurait pas mis en place cette réforme. Pour l'administration, le plus gros bénéfice que nous, on voit, c'est une amélioration contre la fraude fiscale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je prends l'exemple italien. L'exemple italien, on a les chiffres de 2022, ils ont communiqué dessus. Ils ont une réduction de l'écart de TVA, c'est-à-dire qu'entre ce qui est le manque à gagner et ce qui est effectivement gagné, de 2 à 3 milliards d'euros sur l'année 2022 simplement, en luttant contre la fraude et en améliorant aussi le civisme fiscal. Donc, vous voyez que la mise en place de la facturation électronique, en identifiant un fournisseur, en identifiant un client, en identifiant la chaîne de facturation, eh bien, pour nous aussi, ça permet de lutter contre la fraude fiscale au bénéfice des opérateurs de bonne foi, c'est-à-dire que si vous respectez les règles, eh bien, je dirais, on ne va pas venir vous embêter. Et nous aussi, on pourra concentrer nos forces, on pourra concentrer nos contrôles sur les incohérences, c'est-à-dire sur les trous dans la raquette. S'il y a une rupture de la chaîne de facturation, s'il y a un achat, par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple, j'achète pour 100 000 euros de matériel, je ne facture ou je ne vends que pour 2 000 euros. Donc, il y aura une incohérence entre l'achat et les prestations réalisées ou la vente. Là aussi, pour nous, il y a une incohérence, donc on pourra facilement détecter cela. Si, je vous l'ai dit tout à l'heure, en matière de remboursement de crédit TVA, dans la mesure où on aura toutes les données, on pourra visualiser l'ensemble des données, on n'aura pas besoin de vous redemander les factures, donc on va faciliter les remboursements de crédit de TVA.
Donc, tous ces éléments-là, en fait, concourent à ce que, d'une part, pour une entreprise, ça améliore la compétitivité d'une entreprise dans tous les aspects que j'ai cités tout à l'heure. Et puis, ça améliore aussi la compétitivité de l'économie française parce qu'on aura une vision globale de l'économie française. Je prends un exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2020, lors du Covid, on a eu les aides Covid. Pour les aides Covid, on s'est basé sur les chiffres, donc sur les données qu'on avait à M-24, c'est-à-dire 2 ans avant. Vous imaginez bien qu'en 2 ans, l'activité d'une entreprise peut être modifiée, elle est peut-être cessée, etc., etc. Là, avec la facturation électronique, dans la mesure où, quand vous facturez un professionnel, les données sont transmises au fil de l'eau. Avec les fréquences de e-reporting, les données sont quasiment transmises au fil de l'eau, avec un décalage de plus ou moins 2 mois. Eh bien, on aura une vision, je dirais, contemporaine de l'activité économique française. Et ça, c'est important aussi pour piloter les politiques publiques. C'est important aussi dans le cadre j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles crises, mais si par exemple on voyait les aides carburant, les aides électricité pour les boulangers, eh bien on pourra se baser sur des chiffres tangibles pour pouvoir effectuer ce type d'aide. Donc vous voyez, il y a des bénéfices à la fois pour la vie d'entreprise et puis des bénéfices pour l'économie française. Au-delà même de la mise en place de la réforme, et après je conclurai sur ça, effectivement, la réforme, eh bien, il va y avoir un changement d'habitude, il va y avoir un changement de manière de facturer, mais je dirais ça vaut le coup parce que vous avez un coût d'entrée, pas forcément pécunier, pas forcément financier. Il y aura un coût d'entrée en matière de formation, en matière je dirais, remise des règles comptables, remise des règles fiscales dans le droit chemin, puisque la réforme, eh bien, elle va recadrer les normes fiscales et les normes comptables. Au-delà de tous ces éléments-là, eh bien, il y a un changement d'habitude chez les entrepreneurs qui sera mis en place, notamment pour ceux qui n'ont pas d'outils. Mais une fois équipés, eh bien, je vous l'ai dit, toute cette complexité-là va être absorbée par les plateformes agréées et on aura une facilité dans l'acheminement de la facture, dans le suivi de la facture, ce qui va concourir à une meilleure compétitivité des entreprises françaises. Voilà pour moi, je suis désolée, j'ai un peu débordé, mais ça valait le coup. Enfin, pour moi, c'était important quand même de vous expliquer pourquoi on a mis en place cette réforme. Ce n'est pas pour embêter les entreprises, ce n'est pas pour je dirais, taper sur les entrepreneurs, c'est vraiment plus général, plus global que la mise en place de la réforme elle-même. J'ai aussi un petit sujet que je vais peut-être parce que ça peut vous intéresser en tant qu'entrepreneur. Ces données qu'on va collecter à partir du 1er septembre 2026 et plus vraisemblablement pour l'année 2028, on est en train de réfléchir avec d'autres administrations, notamment les URSSAF, pour avoir un canal unique de déclaration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous déclarez à l'URSSAF mensuellement. Là, nous, on va vous demander de déclarer vos e-reporting tous les 2 mois et vos factures électroniques au moment où vous les réalisez. On est en train de mettre en place des comités de réflexion sur pouvoir permettre à un entrepreneur de communiquer une seule fois son chiffre d'affaires, que ça parte à la fois chez l'URSSAF et que ça aille à la fois à la DGFiP. Ça ne va pas être pour aujourd'hui, mais sachez qu'on y réfléchit et de toutes les manières, ça ne pourra pas intervenir avant 2028, c'est-à-dire au moment où tout le monde sera rentré dans les périmètres de la réforme. Mais vous voyez quand même que les perspectives sont quand même assez énormes avec la mise en place de cette facture électronique. Et le 1er septembre 2026, je dirais c'est la première brique qu'on va poser tous ensemble. Merci Malika du coup pour cette présentation très riche et qui a suscité énormément de questions. Je vais laisser la parole maintenant à Gérard qui va vous présenter la plateforme agréée Time. Et j'en profite pour vous rassurer, toutes vos questions, on va essayer d'y répondre en fin de webinaire, en espérant qu'on aura le temps. Donc Gérard, je te laisse la parole. Merci Adik, merci Malika. Donc il me revient effectivement l'honneur effectivement de terminer cette session pour non pas rendre concret les propos tenus par la DGFiP, en l'occurrence Malika, mais pouvoir illustrer entre guillemets la mise en place de la réforme. Donc aujourd'hui, nous sommes invités à cette session en qualité de plateforme agréée française. Nous faisons partie, donc, comme l'a effectivement explicité Malika, des 140 plateformes agréées ou en cours d'agrément. Nous avons, pour notre part, reçu notre agrément en décembre 2025, aujourd'hui. Très rapidement, donc Time, c'est française, 100% française, indépendante. Nous avons été créés donc en 2000. Je vais repartager mon écran juste après.
On a été créé en 2015. Voilà, nous sommes par la firme agréée et quand vous allez effectivement regarder les plateformes, quelles sont leurs origines, leur métier à la base, on fait partie des plateformes agréées dont le métier à la base est de concevoir des applications de gestion pour les entrepreneurs et leurs experts comptables. Donc notre métier à la base, c'est éditeur de logiciels de gestion et il nous paraissait évident de rentrer dans cette réforme par la plateforme agréée, hein, puisque nous proposons des outils et l'idée, c'est que ce service soit intégré dans nos outils. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà, normalement, ça va apparaître. On voit bien. Voilà. Tout est OK pour vous? C'est tout bon, on voit bien. Alors, on va passer effectivement du cadre général proposé brillamment par Malika, par le mode d'emploi que nous proposons effectivement dans le cadre de la plateforme Time. C'est donc un des exemples, encore une fois, des 140 plateformes qui effectivement se sont positionnées par rapport à cette réforme. Alors, très rapidement, l'agenda il va être assez rapide, hein, puisque vous avez une explication complète de la réforme. Je vais effectivement vous expliquer comment nous, de notre côté, nous avons préparé la réforme par rapport aux entrepreneurs dans le contexte, effectivement, notamment de l'échéance du 1er septembre. Rappeler en synthétique ce qui, effectivement, va changer pour vous, mais également ce qui ne va pas changer, hein, puisque la réforme vient, effectivement, accompagner les entreprises dans leur gestion et pas forcément changer les habitudes de gestion. Ça, c'est important aussi. Aujourd'hui, on a parlé d'adhésion aux plateformes, notamment Malika a insisté sur le fait que vous puissiez désigner une plateforme, donc c'est un mandat qui a été donc mis en place et orchestré par l'administration fiscale. Donc c'est important quelque part que vous fassiez un choix éclairé pour désigner votre plateforme agréée en réception pour le 1er septembre. Et je partagerai quelques contenus si vous voulez. Donc très rapidement, en synthèse, par rapport au schéma, vous l'avez compris, à partir du 1er septembre, les échanges de facturation électronique vont effectivement commencer. Il y aura des échanges entre les plateformes. Vous serez entreprise B, vous avez un abonnement à un prestataire effectivement d'énergie, eau, gaz, etc. Vous allez recevoir ces factures directement par la plateforme de votre fournisseur. Si on prend Engie, ce sera la plateforme d'Engie. Et si vous êtes effectivement entrepreneur, que vous avez choisi la plateforme Time, vous recevrez automatiquement la facture sur la plateforme. Et nous-mêmes, nous transmettrons les éléments à l'administration fiscale. Donc vous avez retenu dans cette matinée quelques acronymes. Retenez effectivement le terme plateforme agréée de facturation, qui est une réponse à un cahier des charges très précis de l'administration. Il y a eu quelques questions pendant les propos de Malika sur la partie sécurité, la partie hébergement. C'est un cahier des charges extrêmement rigoureux. C'est pour ça que ce parcours d'agrément est très technique et n'augure pas particulièrement d'attaques qu'on voit de plus en plus, mais en tout cas à un très haut degré de sécurité, notamment la norme ISO 27001. Vous avez retenu également le portail public, c'est l'administration, auquel effectivement on va transmettre des données liées effectivement aux factures ou aux paiements. Vous avez retenu quelques formats, retenez principalement le format FactureX, c'est le format qui va se généraliser et qui est le plus utilisé. Les deux autres formats, souvent, sont utilisés dans des cadres particuliers, mais permettront également d'être transformés en FactureX. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du 1er septembre, les échanges de facturation, notamment entre professionnels, se feront exclusivement par une plateforme agréée, qui va effectivement générer effectivement des factures avec ce format facturation électronique. Donc, vous avez retenu un PDF pour que ce soit lisible pour vous et vos clients, et puis donc un fichier attaché à cette facture, en général illisible, mais lisible par une machine, ce fameux fichier XML qui permettra d'alimenter l'administration. Alors, il y a un petit décalage. Voilà. Je vais vous illustrer concrètement par Time, qu'est-ce qu'on a mis en place aujourd'hui et comment ça va fonctionner. Je vous propose une vidéo pour vous montrer quand j'émets une facture, quand je la reçois, comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont déjà utilisatrices de Time ce matin. Vous verrez que l'application n'a pas changé et c'est un service qu'on a intégré dans l'application.
Gérard, on ne t'entend pas. Ah, en fait, là, c'est l'illustration, effectivement, de la réception et l'émission. Et vous voyez, effectivement, comment simplement on peut, effectivement, émettre, recevoir une facture avec ses, effectivement, statuts. En l'occurrence, ici, vous pouvez voir, effectivement, qu'il y a un bouton payer et on peut payer sa facture. Ici, dans l'exemple, on va créer un litige. La facture arrive et je veux opposer à cette facture un litige. Et je vais choisir, entre guillemets, une action et un motif de litige. Je vais envoyer ma facture à mon client pour lui dire, effectivement, à mon fournisseur, comme quoi, effectivement, il y a un litige. Et on parle de ça. Mon fournisseur va recevoir lui aussi ma facture en retour déclarée en litige. Et il aura le motif du litige qui va apparaître et la demande qui est faite d'une création de facture rectificative. C'est ici qu'on voit des schémas avec des statuts et des formats assez simples qu'on a mis en place dans l'application comme aujourd'hui. Donc celles et ceux qui utilisent déjà Time, qui émettent et qui reçoivent des factures, vous voyez que c'est le même schéma avec les nouveautés que sont effectivement les statuts, les nouveautés qui sont que les factures passées par les plateformes sont reçues automatiquement. Il y a une petite vignette dans l'application qui dit, tiens, j'ai une facture qui vient de m'arriver, je vais effectivement l'ouvrir, la visualiser, la contrôler, pouvoir effectivement la mettre au paiement, pouvoir effectivement l'accepter et renvoyer effectivement cette acceptation à mon fournisseur. Et puis également, la réforme a prévu également des statuts qui peuvent être importants, notamment pour refuser une facture. La facture ne n'était pas destinée, par exemple, hein, et donc ça automatiquement créera une demande d'avoir à votre fournisseur. Ce qui sera peut-être plus courant, c'est des litiges sur les factures. Tout à l'heure, Malika a précisé qu'il y avait un objectif dans la réforme, c'était quand même de réduire les délais de paiement. Vous recevez une facture, vous avez un désaccord sur un montant, une remise pas effectuée, ou voilà. Si vous avez reçu la facture, elle est conforme, hein, c'est important aussi, elle est conforme, c'est-à-dire que tous les formats, les mentions obligatoires sur la facture sont bien effectivement enregistrées. Par contre, il y a un désaccord commercial, encore une fois, sur une remise, sur une quantité. Et donc là, l'administration a prévu des motifs qu'on va pouvoir signaler. Vous allez pouvoir donc désigner un motif, un différend effectivement sur une remise, sur des conditions, etc. Et ce qui fait que lorsque vous allez renvoyer à travers la plateforme votre insatisfaction à travers ce litige déclaré, votre fournisseur va recevoir la facture avec le motif précis et va pouvoir, entre guillemets, ici, comme ici dans l'exemple, faire une facture rectificative, vous l'envoyez, et tout ça par simple flux. Donc, vous voyez que globalement, le circuit des factures va s'améliorer puisque on va horodater les factures. Tout à l'heure, Nicolas a montré sur la facturation, vous voyez que globalement, le jour J, j'ai fait la facture. À la même heure, quasiment, mon fournisseur, mon client a reçu effectivement cette facture. Ça veut dire que potentiellement, en cas de litiges commerciaux, bah, vous pourrez utiliser votre plateforme pour dire, bah non, la facture, tu l'as bien reçue le 23 juin à 11h50. Donc, vous voyez, donc c'est important. La plateforme va vous permettre également de vous réassurer hein, par rapport à vos envois, puisque aujourd'hui, on envoie, on reçoit une facture par mail. Est-ce qu'on l'a regardée? Est-ce qu'on l'a reçue? Dans les spams, etc. Elle n'a pas valeur entre guillemets particulière. Sur les plateformes, ce sera le cas. Vous pourrez effectivement utiliser la plateforme également comme référentiel d'envoi et de réception. Donc, vous l'avez vu qu'on est déjà prêt. Donc, pour schématiser, en réception, puisque c'est l'échéance du 1er septembre qui nous gouverne ce matin, bah, nous, concrètement, notre application fonctionne depuis maintenant plusieurs années, utilisée par des milliers d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'on fait? On a créé une notification dans l'application pour vous dire, il y a une facture qui vient d'arriver, vous allez pouvoir l'ouvrir, la traiter, pouvoir la marquer comme payée si effectivement vous l'aviez déjà payée ou si c'est un prélèvement qui est opéré, refuser, comme je dis, la facture. C'est pas neutre, hein, ces statuts, puisque refuser une facture, bah, ça globalement, logiquement, demande effectivement un avoir. Donc effectivement, c'est important de bien maîtriser entre guillemets ces différents statuts pour pouvoir fluidifier entre guillemets ces échanges de factures. Time propose dans ses applications, si vous le souhaitez, un compte professionnel pour pouvoir payer vos factures, automatiser également et mieux suivre vos paiements, vous pouvez le faire. Et vous allez pouvoir suivre vos factures de la réception jusqu'au paiement final. L'émission de facture suit le même schéma. Globalement, je vais créer une facture, je vais choisir un client, et le client, nous sommes automatiquement reliés à l'annuaire.
L'annuaire, donc, ça a été présenté également ce matin par Malika. L'annuaire, moi, j'aime bien faire l'analogie par rapport un peu aux pages jaunes. Je pense qu'on est beaucoup à se rappeler des pages jaunes. Les pages jaunes, c'était quoi? C'était un annuaire professionnel papier. Dans cet annuaire professionnel papier, il y avait un numéro de téléphone qui était plutôt fixe. Si on prend le parallèle par rapport à la facturation électronique, les pages jaunes sont devenues l'annuaire, c'est digital, et au lieu d'avoir effectivement dans cet annuaire un téléphone fixe, on a effectivement une adresse électronique et donc une plateforme désignée. Et les plateformes agréées, comme Time, sont un peu votre carte SIM, c'est-à-dire que pour que cette plateforme fonctionne, quelque part, il faut un opérateur. Donc Time fait partie, entre guillemets, de ces opérateurs qui vous permettent effectivement de faire fonctionner cette plateforme agréée. Donc, on choisit un client. Le client a choisi également, lui, une plateforme. Vous n'avez rien à faire. Si le client, globalement, n'a pas de plateforme agréée, bah là, la facture ne pourra pas partir par le biais d'une plateforme. Et il faudra peut-être l'envoyer effectivement par mail. Mais ça vaut aussi pour un particulier. Il y a eu pas mal de questions ce matin où j'ai pu répondre pendant l'intervention de Malika. Donc, si vous avez un client particulier, je suis traiteur. Je vais à la fois facturer la DGFiP d'un cocktail de fin de semaine, mais je peux également facturer Malika en tant que particulière. Et donc, je vais utiliser la facturation électronique pour facturer mon client en B2B, la DGFiP, mais également utiliser Time pour pouvoir facturer Malika en tant que particulière d'une prestation de cocktail. On sélectionne le client, on ajoute effectivement ces données de facturation. Nouveauté par rapport à cette réforme, la mise en place également de distinguer ce qui est prestation et ce qui est bien effectivement et service, pour pouvoir effectivement appliquer les choses. Les applications permettent également de gérer différents taux de TVA sur les factures. Et puis derrière, vous allez pouvoir envoyer les factures via la plateforme. Si c'est Malika en tant que particulière, l'envoyer par mail, d'accord, parce que ça fera l'objet d'un e-reporting. Et vous aurez à chaque fois la possibilité de voir où vous en êtes par rapport à cette facture. Elle a bien été envoyée, donc votre client l'a reçue par cette plateforme, facturée et puis globalement payée comme tout à l'heure on l'a vu également pour les réceptions de factures. Aujourd'hui, effectivement, on engage les entreprises à désigner une plateforme agréée. Qu'en est-il par rapport à Time? Globalement, aujourd'hui, nous sommes prêts à la fois pour vous permettre de désigner Time comme plateforme agréée, de suivre les statuts de facture dans le cadre de votre logiciel de gestion, de recevoir automatiquement les factures, de pouvoir gérer tous les canaux de réception, à la fois une plateforme agréée. Également, j'ai eu des questions sur les frais de carburant, les frais de péage, de pouvoir déposer un justificatif dans l'application par photo, par transfert de mail. Les statuts se mettent en place. Vous avez vu que le circuit est déjà en place pour pouvoir gérer les statuts de facture. Et puis globalement, nous, historiquement, nous sommes un partenaire également de l'Ordre des experts comptables. Donc nos outils sont ouverts aux experts comptables. Pour celles et ceux qui ont signé une lettre de mission avec un expert comptable qui leur permet de les accompagner dans leur développement, mais aussi d'effectuer les déclarations de TVA, bilan de l'AS fiscal, l'outil Time est ouvert par rapport à cela. Nous avons également des partenaires experts comptables agréés. Et puis globalement, on peut déjà, et on a quelques clients aujourd'hui qui nous aident à préparer l'échéance du 1er septembre. On a des clients qui sont aujourd'hui pilotes et qui envoient et qui reçoivent également des formats FactureX. Ce qui est prévu dans un deuxième temps, notamment pour l'échéance de 2027, ça va être tout ce qui va être lié aux encaissements, notamment par rapport aux caisses. Vous pouvez effectivement être utilisateur, utilisatrice d'une caisse ou pas. Donc on aura effectivement des outils par rapport à ça. Et puis globalement, en fait, avec l'administration, on travaille à peaufiner tous ces parcours de gestion et notamment l'e-reporting automatisé, puisque dans le cahier des charges des plateformes, les plateformes vont gérer l'e-reporting pour vous. Donc ce qui va changer pour vous, c'est globalement la réception et l'émission des factures en B2B, et puis cette notion de e-reporting pour vos clients particuliers et pour vos clients, les clients situés à l'international. Le cas concret de réception, ce qui va effectivement arriver dès le 1er septembre, c'est principalement vos fournisseurs eau, gaz, téléphone, énergie. Sans faire de publicité, ici, on a Free. Donc Free est un professionnel. Vous êtes aussi, vous, un professionnel. Donc globalement, vous avez désigné Time comme plateforme agréée. Je ne connais pas la plateforme agréée de Free, peu importe. En tout cas, il va pouvoir vous envoyer la facture sur la plateforme Time et sur votre application de gestion et vous allez pouvoir l'enregistrer, puisqu'en général, c'est plutôt un prélèvement. Donc vous allez pouvoir la mettre payée, ce qui permet effectivement de suivre l'état de paiement de vos factures. Aussi simple que ça. Pour la partie émission, on l'a vu à travers les exemples. Donc l'idée, effectivement, c'est de pouvoir envoyer, et vous pouvez le faire dès le 1er septembre 2026. Vous savez qu'il y a un délai
jusqu'au 1er septembre 2027 pour les TPE pour pouvoir émettre les factures. Mais si vous avez déjà l'envie de pouvoir généraliser la facturation électronique sur un même outil et de faire vos réceptions et émissions avec Time, vous pouvez le faire. Donc vous pouvez effectivement déjà, à partir du 1er septembre 2026, également envoyer vos factures à travers les plateformes. Donc vous avez Time comme plateforme agréée et nous, on déposera la facture que vous avez émise sur la plateforme agréée de vos clients. Toujours dans les cas, effectivement, les cas particuliers que sont justement les particuliers et les clients à l'étranger, globalement, pas de changement. On ne va pas demander à un particulier de choisir une plateforme. Les pays à l'étranger ne sont pas non plus concernés par la réforme française, donc pas de changement par rapport à ça. Ce sera principalement du mail et du PDF. Pour les systèmes de caisse, notamment pour l'échéance de 2027 par rapport aux encaissements, on est bien en 2027 par rapport aux encaissements. Tout à l'heure, on parlait effectivement des caisses. Vous êtes commerçant, vous êtes restaurateur, vous utilisez un logiciel de caisse. Globalement, vous aurez 3 cas de figure. La loi ne vous oblige pas à avoir une caisse. Donc, si vous ne souhaitez pas acquérir une caisse, vous pourrez saisir dans l'application Time vos aides de caisse et on fera le reste. Vous avez une caisse qui, on va dire, n'est pas intelligente. Quand je dis pas intelligence, elle n'est pas connectée. Elle est conforme par rapport à un système de caisse, mais elle n'est pas connectée. Donc là, globalement, vous allez pouvoir également dans Time saisir vos aides de caisse. Et si vous avez une caisse connectée ou qui va rentrer dans le champ de la réforme que vous souhaitiez en acquérir une, globalement, elle sera connectable via une API sur l'application Time. Donc il n'y aura pas de saisie dans l'application et on générera automatiquement pour vous également le e-reporting. Ce qui ne changera pas pour vous, ce qui ne changera pas pour vous, c'est l'obligation pour ceux qui sont effectivement soumis à la déclaration de TVA, pas de changement. Ce n'est pas une réforme fiscale qui se met en place au 1er septembre, ce n'est pas une réforme fiscale, donc pour la partie TVA, pas de changement. Vos habitudes de gestion ne vont pas forcément non plus changer, si ce n'est que ce sont les outils que vous allez utiliser qui vont accélérer votre digitalisation et le fait de pouvoir, entre guillemets, améliorer le suivi de vos factures et notamment sur la partie paiement. Et globalement, vous devez, puisque les plateformes, dans leur cahier des charges, l'obligation d'archiver pour vous pendant au moins 10 ans vos factures. On parlait tout à l'heure des tickets de péage, des notes de restaurant, des frais de carburant. Vous avez toujours l'obligation, effectivement, de les garder, de les conserver pendant 10 ans. Et l'application Time vous les conserve pendant 10 ans avec valeur probante, donc opposable à l'administration. Donc pas de changement là-dessus, une évolution. On revient sur les tickets de caisse, on a souvent des questions sur les tickets de caisse. Tout à l'heure, on avait des questions par rapport à ça. On prend l'exemple ici sur la publicité de deux grands faiseurs que sont Leroy Merlin et la Fnac. Vous achetez des fournitures à la Fnac pour votre entreprise. Vous avez effectivement une règle en France sur les montants supérieurs ou inférieurs à 150 €. Imaginons effectivement que vous avez un ticket à la sortie de la Fnac ou de Leroy Merlin. Vous prenez en photo votre ticket et Time s'occupe du reste, comme aujourd'hui, réforme ou pas réforme. Vous souhaitez aller un peu plus loin par rapport à ces deux fournisseurs. Vous allez pouvoir dire, au moment où vous allez passer en caisse, de dire Leroy Merlin, est-ce que vous pouvez m'envoyer la facture directement par format électronique? Et vous allez donc donner vos coordonnées électroniques à Leroy Merlin à la Fnac pour qu'il vous envoie la facture. Voilà un petit peu le changement, mais vous aurez toujours la possibilité de récupérer effectivement un ticket de caisse et de pouvoir le déposer dans l'application Time. Donc, globalement, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir se dire je vais pouvoir recevoir de manière automatisée une grande partie de mes factures fournisseurs, depuis avoir à les chercher, depuis avoir à les déposer, télécharger. Donc, ça veut dire qu'ici, un confort dans la réception et dans l'archivage. Donc, globalement, l'APA, ça va remplacer, tout à l'heure, on parlait de l'annuaire qui est effectivement les pages jaunes. Globalement, la plateforme agréée devient un peu votre point de centralisation, votre boîte mail, entre guillemets, intelligente. Mais le principe, effectivement, reste le même. Vous allez pouvoir les visualiser, les archiver, les conserver. Mais le gros avantage, c'est cette centralisation au même endroit de toutes vos factures pour vous faciliter, entre guillemets, la gestion de vos factures en émission et en réception. Donc, ça peut être intéressant de profiter de la réforme pour pouvoir remettre à plat un peu vos process. Je suis content de mon système actuel. J'en suis pas forcément satisfait par rapport à des prix, par rapport à des conditions, par rapport à la maintenance. Ça peut être un bon moment pour remettre à plat et peut-être aussi évoluer et changer de système. En tout cas, c'est ce qu'on vous recommande, de pouvoir établir un diagnostic et globalement, partant de là, de voir si vous voulez changer ou pas votre système de gestion.
Aujourd'hui, donc, c'est un peu ce que vous faites, hein, vous êtes nombreuses et nombreux ce matin à ce séminaire, donc c'est pour vous informer. En tout cas, j'espère qu'on aura répondu aussi à pas mal d'informations que vous souhaitiez recevoir. Vérifiez effectivement que vos outils sont compatibles. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on prend, et je parle à ceux qui sont déjà utilisateurs de Time, aujourd'hui, vous avez déjà une solution qui est compatible. Et aujourd'hui, dans le cadre actuel de l'utilisation de vos outils, la plateforme Time est à la fois gratuite dans son adhésion et gratuite dans sa consommation. On a parlé des pages jaunes de l'annuaire. Sur le site gouvernemental et puis également sur notre site, vous avez un simulateur pour voir si vous êtes présent ou pas dans l'annuaire. Si vous êtes présent dans l'annuaire, vous pouvez effectivement désigner et activer un code, notamment pour désigner Time comme plateforme agréée. Si vous n'êtes pas dans l'annuaire, ce qu'il faut faire, c'est vous rapprocher de votre sorte des impôts, parce que vous avez quand même de grandes chances d'être concerné par la réforme. Il se peut que l'annuaire, il manque encore quelques entreprises, donc ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher de votre centre des impôts pour pouvoir signaler votre non-présence et ils feront le nécessaire de leur côté. Et puis globalement, ce qu'on dit nous chez Time, c'est ce qui est important, c'est que l'APA colle bien à vos besoins, hein, c'est pas l'inverse. Et donc, ce qui est important, c'est à la fois de se dire de quoi j'ai besoin et en quoi effectivement la plateforme va me faciliter ma gestion au quotidien sans complexité. Et la complexité, encore une fois, sont les plateformes qui doivent les absorber. Donc Time, aujourd'hui, notre spécialisation, c'est d'être principalement adapté pour les micro-entreprises, les freelances, indépendants, TPE. C'est notre spécialité de concevoir des outils simples pour des entreprises plutôt solo. Voilà. Nous sommes entièrement gratuits, de l'adhésion jusqu'à la consommation, donc pas de forfait, pas de montant, pas d'échéance où le gratuit passe en payant. On est vraiment 100% gratuit. Et globalement, en fait, on peut aussi se dire, je désigne Time comme plateforme de réception, et puis globalement, je verrai ensuite pour mes encaissements ou ma facturation, vous avez la liberté d'avoir potentiellement aussi plusieurs plateformes si vos besoins de gestion le demandent ou si c'est votre souhait également d'avoir plusieurs plateformes. Donc c'est important d'avoir effectivement cet éclairage de choix. Et dans le cahier des charges des plateformes, hein, je l'indique aussi en toute transparence, dans le cahier des charges, il y a aussi l'obligation que vous puissiez, vous, sans changer de plateforme. Tout à l'heure, on parlait effectivement des plateformes agréées qui sont un peu des opérateurs téléphonie Internet. Quand vous souhaitez changer, aujourd'hui en France, il y a encore 4 opérateurs. Il y en a 140 sur les plateformes agréées, mais globalement, si vous souhaitez en changer, l'administration a prévu, dans le cahier des charges des plateformes agréées, de vous faciliter le changement d'opérateur. Ce qui est important dans ce changement, c'est que vous puissiez regarder également votre contrat, hein. Vous savez que si vous bénéficiez d'une tarification pour les offres payantes, peut-être que vous êtes engagé sur 2 ans, sur 3 ans. Ça, l'administration ne peut pas forcément le voir. Donc, c'est à vous de bien lire le contrat sur lequel vous engagez. Mais si vous avez une plateforme un peu comme Time qui vous donne libre liberté d'engagement et de désengagement, ça veut dire que globalement, on fera le nécessaire pour que vous puissiez opérer sur une nouvelle plateforme et de transférer effectivement vos factures à la nouvelle plateforme. Ici, vous avez la possibilité, donc très rapidement, hein, sur l'application Time, de pouvoir activer l'APA si vous ne l'avez pas encore fait. Puis vous avez un QR code qui vous permet également de pouvoir créer effectivement votre compte et passer à la facturation électronique avec Time. Je vous laisse quelques instants si vous voulez scanner pour voir ce que ça représente. Les offres Time aujourd'hui, elles sont 3 proposées. Une offre 100% gratuite, une offre Start à 17,99 € et une offre business à 24,99 €. Sur ces 3 offres, la réforme de la facturation électronique, tant dans la plateforme désignée que dans sa consommation, est entièrement gratuite. L'offre free, elle est plutôt à destination des micro-entrepreneurs, donc c'est entièrement gratuit, réforme comprise. L'offre du milieu, l'offre Start, est donc plus riche en termes de fonctionnalités et peut-être plus amenée à répondre à des besoins de société, notamment pour pouvoir justement déposer des justificatifs qui ne seraient pas disponibles via une plateforme agréée. Et puis également, nous avons dans cette application un compte pro directement intégré. L'offre business, c'est l'offre Start agrémentée de fonctionnalités complémentaires, notamment pour ceux et celles qui veulent notamment intégrer des moyens de paiement comme Stripe, GoCardless ou qui globalement travaillent sur des plateformes de commerce électronique. Et on a une interface notamment avec MEC qui permet de se faciliter le sujet. Dans ces 3 applications, gratuit, Start et Business, ces 3 offres sont également ouvertes aux experts comptables qui sont déjà partenaires de Time ou des experts comptables qui ne nous connaissent pas. Et donc, vous avez la garantie que votre expert comptable puisse avoir accès pour pouvoir justement continuer ses travaux que vous lui avez confiés, la partie TVA, bilan et liasse fiscale, de manière fluide et sans couture.
avec 2 mois offerts effectivement sur l'offre Start et Business, 2 mois offerts sans engagement. Au bout du premier mois, ça ne vous correspond pas, vous arrêtez votre abonnement. Au bout de 2 mois, vous faites un bilan, ça vous correspond, vous passez sur un engagement sur l'application Time, ça ne vous correspond pas, vous annulez et globalement, vous aurez essayé sans coût particulier. Les contenus, on n'a pas le temps trop d'en parler, mais sur notre site, vous avez des contenus à la fois ludiques et un peu plus techniques, notamment sur le comprendre la réforme. Et puis globalement, on est à votre disposition, notamment sur des échanges, à la fois sur Time Aid et Time Academy. On propose également des formations gratuites par rapport à nos outils. Donc on a un dispositif qui nous permet, en tant qu'entreprise française, de pouvoir être plateforme agréée, de vous proposer nos services gratuits sur la réforme et sur la consommation, et de pouvoir vous accompagner avec un support dédié du lundi au vendredi, par téléphone, par chat, par mail, et de pouvoir vous proposer également des formations. Sachez qu'une formation pour maîtriser les principaux éléments de la facturation électronique, c'est moins de 30 minutes, parce que notre offre est simple et qu'on apporte des services complémentaires par rapport à l'outil de gestion qu'on propose depuis maintenant plusieurs années. Voilà. Je vais arrêter le partage. J'espère ne pas avoir été trop long non plus. On est dans les temps, il nous reste pas Très beaucoup bien. de temps en revanche pour les questions et on en a énormément. Alors, je vais les prendre au fur et à mesure depuis le début, je les ai toutes notées sur un côté. Alors, excusez-moi d'avance si j'en aurai quelques-unes auxquelles on aura déjà répondu, mais bon, on en a J'essaie tellement eu pour le coup. de répondre à quelques-unes déjà. Ouais. Alors, première question, je travaille avec les communes, suis-je concerné? Oui. En fait, si vous travaillez avec les communes, c'est que vous déposez déjà des factures sur Chorus Pro. Donc, Chorus Pro, ce sera l'équivalent de la plateforme agréée en réception déjà depuis 2017 pour tout ce qui est entité publique et en émission à partir du 1er septembre 2026. Donc, oui, si vous travaillez avec des communes, vous continuerez à déposer les factures sur Chorus Pro. Donc, ça, il n'y a pas de changement. Et donc, pour faire le parallèle par rapport à Time, aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser Time à la fois pour mes clients privés ou mes clients publics. J'utilise Time pour envoyer une facture à un client privé. J'utilise Time pour envoyer ma facture à un client public. La plateforme publique étant Chorus Pro, nous-mêmes, nous envoyons les factures à Chorus Pro. Voilà, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure à une personne qui m'avait posé la question. Et n'importe quelle plateforme agréée, évidemment. Merci. Il y a une question, Erdic, pardon, sur les associations. Est-ce que les associations sont concernées ou pas, Malika, par la réforme? Alors, ça dépend, tout dépend de leur degré d'assujettissement à elles aussi. Si elles sont assujetties à la TVA, oui. En fait, vous les facturerez comme vous facturez des entreprises, donc via votre plateforme agréée. Donc, elles aussi, elles devront disposer d'une plateforme agréée. En revanche, si ce sont des associations à but non lucratif, eh bien, elles seront considérées comme des particuliers. Donc, vous, quand vous les facturerez, ces opérations-là rentreront dans le cadre du reporting. Il y a, là aussi, dans l'outil de diagnostic, pardon, si j'arrive à le dire, il y a une fiche spécifique aux associations qui est disponible et qui détaille vraiment tous les cas possibles pour les associations. Mais vous, en tant que, si vos associations sont des clients, il faudra s'assurer qu'elles sont, si elles sont dans l'annuaire, ce sera de la facture électronique. Si elles ne sont pas dans l'annuaire, eh bien, ce sera du reporting. On a une nouvelle question encore dans le chat. Je remets une attestation de paiement remis au patient pour une mutuelle et considérée comme une facture. Alors, si c'est une activité médicale, donc au sens de l'article 261, je crois que c'est paragraphe 4 du Code général des impôts, donc c'est une activité paramédicale ou médicale, c'est exonéré. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez toujours continuer à remettre cette facture-là à votre client, ça ne change pas. Mais ces opérations-là, toutes ces opérations-là, globalement, elles ne rentrent pas dans le périmètre de la facture électronique. Que vous facturiez des particuliers ou des professionnels, si vos activités relèvent de tout ce qui est médical, paramédical, de la formation continue, certaines activités bancaires, certaines activités d'assurance, elles sont en dehors du périmètre de la facturation électronique. Autrement dit, vous continuerez à faire comme aujourd'hui. Merci. Une autre question qui dit « Je travaille à la fois avec des clients privés et des acteurs publics. Aujourd'hui, pour les clients publics, je transmets déjà mes factures via Chorus Pro. Avec la réforme de la facturation électronique, est-ce qu'il faudra continuer à passer par Chorus Pro uniquement pour ses clients publics ou bien faudra-t-il également déposer ses factures sur nos plateformes et dématérialisation partenaires? En d'autres termes, faudra-t-il procéder à un double dépôt? » Gérard, tu veux répondre ou tu En fait, veux j'ai que répondu, Harding, par rapport à cette question. Oui. En fait, et je vais la confirmer, effectivement, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement un modèle. À partir du 1er septembre, en fait, les plateformes agréées, on va considérer que Chorus Pro rentre également dans cette plateforme agréée. C'est une plateforme agréée qui est dédiée au monde du public.
Je prends l'exemple, hein, vous avez désigné une plateforme qui n'est pas Chorus Pro. Cette plateforme est dans l'obligation, effectivement, d'émettre une facture qui va être traitée et récupérée par Chorus Pro. Donc, non pour le double dépôt. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir, avec une même plateforme, adresser du privé ou du public à votre choix, sans double dépôt, sans double saisie. Et ça, la réforme, effectivement, est vraiment bonne nouvelle par rapport à ça, de pouvoir utiliser le même outil, la même plateforme, quelle que soit l'origine de ses clients. C'est une très, très bonne nouvelle qu'on vous partage ce matin. Merci. J'ai une autre question. Alors, c'est un peu en vrac. Désolé si pour certains, je zappe aux questions et que j'en passe à d'autres. Bonjour, je travaille avec une plateforme de réservation en anglais. En tant que guide touristique, je suis payé à chaque fin de mission par la plateforme. Je n'émets pas de facture pour celle-ci. Comment dois-je procéder? Facture en anglais ou en français? Alors là, la plateforme, elle est assujettie à la TVA en France ou pas? Donc, si la plateforme est assujettie à la TVA en France, eh bien, elle vous enverra une facture au format électronique en tant que client professionnel, puisque j'imagine que vous êtes guide touristique dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc, la plateforme vous adressera une facture électronique. Si la plateforme est située en dehors des frontières de la France, pour schématiser, dans ces cas-là, elle continuera à vous facturer comme aujourd'hui, sauf que vous allez devoir faire un e-reporting sur cette activité-là. C'est-à-dire que vous allez devoir déclarer dans le e-reporting le chiffre d'affaires que vous avez reçu qui est afférent à cette facture. La personne, effectivement, Alexandra a bien précisé que c'est une plateforme étrangère et située à l'étranger. Dans le cas de figure, effectivement, c'est bien une obligation de e-reporting qui va se mettre en place. Oui. Pour 2027, 1er septembre. Oui. Échéance très importante. J'ai une autre question. Si notre fournisseur n'a pas souscrit à une PA, on envoie la facture électronique quand même, notre fournisseur recevra-t-il un rappel pour s'inscrire sur une PA? Le client, donc c'est si le client n'a pas souscrit à la PA. Parce que si je me mets côté moi fournisseur, c'est-à-dire que si moi, j'ai bien fait les choses, j'ai désigné ma plateforme agréée, j'envoie une facture à Gérard. Gérard n'a pas désigné de plateforme agréée pour la recevoir au 1er septembre 2026. Alors, l'objectif, ce n'est pas de sanctionner le 2 septembre 2026. Il n'y aura pas de sanction automatique qui sera faite. En revanche, donc moi, je vais envoyer une facture quand même à Gérard via un autre canal. Donc, je vais envoyer une facture par mail. Je pourrais continuer à le faire par mail parce que j'ai envie d'être payé quand même. En revanche, Gérard, il pourra avoir des problèmes avec mes collègues de la DGFiP puisque on va suivre en fait le remplissage de l'annuaire, c'est-à-dire qu'on va suivre les sirènes qui n'auront pas désigné de plateforme. On va leur envoyer un courrier pour leur demander pourquoi vous n'avez pas désigné de plateforme agréée. Vous avez 3 mois pour vous mettre en conformité. Si à l'issue de ce délai de 3 mois, je constate que Gérard ne veut toujours pas n'a toujours pas désigné de plateforme agréée, il aura une amende de 500 €, première amende. S'il ne s'est toujours pas mis en conformité après la deuxième mise en demeure, ce sera 1 000 €. Et puis, ce sera répétible jusqu'à ce qu'il ait désigné une plateforme agréée. L'objectif, c'est pour moi, en tant que fournisseur, de pouvoir continuer mon activité économique. Et puis aussi, que tout le monde puisse avoir désigné une plateforme agréée pour ne pas entraver les relations commerciales d'un fournisseur à un client. Mais effectivement, il y a bien un régime de sanctions qui est prévu si la première sanction, c'est non-désignation de plateforme agréée, parce que vous pénalisez vos fournisseurs, parce que vous pénalisez l'activité économique. Dans ton sens, Malika, nous, ce qu'on a prévu, effectivement, je ne trouve pas mon client dans l'annuaire alors qu'il devrait l'être. On peut effectivement lui adresser donc une facture par mail, mais ce sera un duplicata. Ce ne sera pas l'original, le duplicata, parce que globalement, on est censé envoyer l'original par la plateforme. Donc, duplicata n'a pas la même valeur que l'original. Donc, effectivement, c'est bien le client qui se met en pénalité, entre guillemets, de ne pas recevoir la facture originale. Et potentiellement, cette facture originale, si elle est traitée par un expert comptable, si elle est un duplicata, on n'est pas forcément censé déduire une TVA sur un duplicata. Voyez. Donc, indépendamment de ce que Malika a explicité sur la partie volant, entre guillemets, ou volet prévu des sanctions financières, c'est important que dans votre flux de gestion, il n'y ait pas de discontinuité, soit effectivement par votre choix, ou soit par le choix effectivement de vos clients. Hein, que la réforme met bien en scène des clients et des fournisseurs, et que tout le monde soit aligné au même moment. Mais retenez bien la notion de duplicata. Je prends l'exemple de Orange avec qui j'étais cette semaine. Globalement, les professionnels qui n'auront pas de plateforme, Orange mettra à disposition un duplicata de facture, mais pas l'original de la facture. Vous voyez. Pardon, Rémi. Merci Gérard. Merci Malika.
Alors, je fais une petite précision, on a énormément de questions et au vu de l'heure, je pense que ça va être compliqué et pour vous et pour nos intervenants de pouvoir répondre à toutes les questions. On a mis dans le chat un numéro de téléphone d'assistance. Si besoin, j'ai mis également les liens vers les sites de l'État et également on a Time qui sera disponible pour échanger et vous accompagner. On prend encore quelques questions. Je suis désolé, malheureusement, on a pris un peu plus de temps que prévu. C'était assez riche et j'espère que ça va pu vous apporter pas mal de réponses. Je prends, allez, encore 5 questions. Ouais, d'accord, les intervenants? Ça Oui, vous va? enfin, moi, j'ai pas de. Pas Gérard, si tu as faim. Non, non, moi j'ai plutôt soif, mais j'ai ce qu'il faut à côté. Bon, on enchaîne. Bonjour, je suis formateur indépendant et travaille en sous-traitance. Suis-je concerné par la facturation électronique? Oui, en tant qu'assujetti, vous êtes concerné par la réforme de la facturation électronique. Merci. Bonjour, j'ai une micro-entreprise dans le domaine des vides-greniers. En vendant un article d'occasion à mon client et en acceptant son paiement en CB via un terminal CB SumUp, dois-je édiger une facture à mon client? Dois-je passer par la plateforme agréée pour ce faire? Alors, ça dépend si votre client est un particulier. Cette opération-là, elle rentrera dans le cadre de e-reporting. Donc, ce sera votre chiffre d'affaires, je dirais, en fin de journée qui sera à transmettre. Si votre client est un professionnel, là, il va falloir émettre une facture électronique à destination de ce client-là. En fait, la facture électronique et le e-reporting, peu importe le secteur d'activité, peu importe, je dirais, peu importe le secteur d'activité, vous rentrez soit dans le périmètre de la facturation électronique, soit dans le périmètre de e-reporting, et ça, c'est en fonction du client que vous avez. Merci Malika. J'ai remis le lien vers la plateforme avec les tarifs et les coûts de la solution Time. Je rappelle d'ailleurs au passage que ce webinaire est enregistré et qu'on va le mettre en replay sur notre chaîne YouTube BGE. Donc vous pourrez reprendre le temps, si vous voulez, à tête reposée, comme j'ai pu lire dans le chat, pour reprendre tout le webinaire et on vous mettra à disposition lors de l'envoi du mail de fin de webinaire les présentations en PowerPoint. Alors j'ai beaucoup de questions, là ça fuse. Je travaille avec des associations à but non lucratif et aussi avec des clients B2B. Je vais devoir faire du reporting et de la facturation électronique. Je suppose que oui. Oui. On est d'accord. Euh, Bonjour, je suis en profession non libérale, en prestation de services avec particuliers. Je commence juste mon activité, j'ai créé mes factures devis en Word et envoie par mail. Est-ce que je dois tout changer? Non, 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 non. Si vos clients sont des particuliers, vous pourrez toujours continuer à faire le devis et à l'adresser à votre client par Word. Et ensuite, c'est une fois que vous avez réalisé la prestation que vous allez devoir déclarer le e-reporting sur cette activité-là. C'est vraiment deux choses différentes. En amont, vous créez votre devis, vous l'envoyez à votre client, il est d'accord, vous réalisez la prestation. Une fois que la prestation est réalisée, vous déclarez le e-reporting sur cette opération-là. En fait, le e-reporting, il arrivera en plus puisqu'il est décorrélé de la création du devis. J'ai vu la question aussi sur les locations meublées non professionnelles. Oui, c'est dans le champ de la réforme. Et là aussi, on a mis une fiche sur l'outil de diagnostic, la facturation électronique. Qu'est-ce que ça change pour moi? Il y a des cas particuliers et les locations meublées en font partie. Donc, n'hésitez pas à aller consulter la fiche, elle est complète. Oui, merci beaucoup Maïlika. Effectivement, on a énormément d'outils actuellement sur le net qui vont vous permettre d'obtenir déjà des réponses assez rapidement. Donc n'hésitez pas vraiment à consulter tous les liens qui vous sont utiles en ligne via le site justement de la facturation électronique. Question en auto-entreprise, on déclare le CA encaissé à l'URSSAF, c'est idem pour le e-reporting. Alors, en tant qu'auto-entrepreneur, effectivement, si vous ne facturez pas de TVA, le montant hors taxe et le montant TTC sera le même. Donc oui, c'est ce qui va constituer votre e-reporting lorsque vous facturez des particuliers ou à l'international, effectivement. Mais là, ce sera tous les 2 mois qu'il faudra le transmettre. Enfin, tous les 2 mois. Après, peut-être Gérard, tu peux peut-être préciser. Sur le e-reporting, je pense que vous pourrez, certaines plateformes le proposent. Oui. Vous pourrez saisir à la journée votre chiffre d'affaires quotidien. Et ensuite, cette agrégation, elle sera faite automatiquement par la plateforme et vous choisissez une date à laquelle il sera adressé. Enfin, C'est je ce qui est pense prévu. que chez Oui, Time c'est ce qu'on aussi, vous le fait, faites. exactement. Oui, c'est ça. Ouais, donc, Alors, rectification sur la question, il dit non, ma question c'est CA encaissé ou facturé. bah, ça dépend si vous faites de la prestation de service ou de la livraison de biens. Puisque là, effectivement, il peut y avoir une différence. Merci.
Alors, je regarde un peu toutes les questions que j'ai notées, mais finalement, on y a pas mal répondu, et notamment celle sur l'euro Merlin, ça tombe très juste. Donc, bien joué. Question peut-être plus pour Gérard, le gratuit va-t-il devenir payant quand toute cette période de mise en place sera passée? C'est une très bonne question. En fait, nous, on a annoncé il y a 3 ans qu'on souhaitait accompagner cette réforme de manière positive et constructive. Donc, on a considéré qu'il ne fallait pas rajouter de complexité, ni niveau technique, ni niveau financier. Donc, c'est un modèle dans lequel on se situe. On est un modèle effectivement gratuit sur l'adhésion et la consommation. Et globalement, en fait, nous, on se sert, hein, pour être transparent avec vous, on se sert de cette gratuité de la part de Maghré pour pouvoir, entre guillemets, séduire des nouveaux entrepreneurs. Effectivement, on a une offre 100% gratuite, réforme comprise, et on a 2 offres payantes avec la réforme 100% gratuite intégrée. Et effectivement, c'est comme ça qu'on souhaite euh, communiquer auprès des entrepreneurs. Et c'est un modèle qui s'inscrit dans le temps et dans la durée. Donc non, il n'y aura pas de changement sur ce modèle-là. Très bonne nouvelle pour les entrepreneurs. Euh, alors, dites-moi, Malika et Gérard, si j'ai loupé quelques questions, parce que là, j'en ai noté énormément, Euh, mais on y il a y a pas mal Lise, il y répondu. a Lise qui posait une question, Erding, sur les achats de carburant sont-ils transmis via l'APA? Aujourd'hui, vous avez un abonnement chez Total, une carte Total. Donc là, Total vous enverra une facture via la plateforme, parce que vous, effectivement, vous avez un abonnement. Ça vaut aussi pour les péages, d'ailleurs, hein, les péages d'autoroute, hein, voilà. Par contre, si vous faites, vous faites votre plein de carburant tantôt chez l'un ou l'autre, effectivement, vous pouvez toujours demander, et enfin, le ticket de caisse pourra effectivement être utilisé et déposé sur l'application Time et on s'occupera de faire le e-reporting par rapport à cela. Et si globalement vous voulez vous simplifier la vie, vous avez 2 ou 3 endroits où vous allez faire votre plein de carburant, c'est quand même plus facile de leur donner votre numéro d'adressage de la facturation électronique pour pouvoir, entre guillemets, vous simplifier la tâche. Mais oui, c'est possible de le faire comme aujourd'hui. Et ce qu'on vous recommande, c'est de rentrer dans la réforme et de demander, pour vous simplifier la tâche, à ce que les factures soient directement envoyées via la plateforme. Certains me disent, oui, mais est-ce que le pompiste va me laisser partir alors que la facture, je ne l'ai pas payée? Justement, c'est ça l'intérêt des plateformes, parce que la plateforme, il y a une trace de la facture et du paiement à effectuer. Donc oui, il vous laissera partir, même si vous n'avez pas récupéré le ticket et payé évidemment tout de suite. Mais en général, les pompistes vont vous faire payer tout de suite et la facture sera envoyée via les plateformes, un peu comme on fait aujourd'hui sur la grande distribution. Globalement, vous allez payer et ils vous proposent de vous envoyer le ticket par mail. Là, ce ne sera pas par mail, mais par PA, en fait. Vous voyez. Et quand vous allez recevoir la facture sur Time par effectivement Total, vous allez mettre bouton payer parce que vous avez payé au moment où vous avez fait votre plein. Voilà. Et C'est plus simple comme généralement, principe. oui, et plus généralement, il y a une évolution aussi, justement, dans les stations-service. Je ne sais pas si vous avez déjà la curiosité de voir, ils commencent à installer des petits boîtiers avec des QR codes ou des codes barres. Et en fait, c'est pour se préparer à la facturation électronique. Et les outils vont évoluer, les habitudes vont évoluer. Je vous ai dit, on a l'exemple italien qui a suffisamment de recul parce que ça fait 7 ans qu'ils ils ont mis en place la facturation électronique. Et ils ont, eux, pour certains, mis les informations de l'entreprise, donc les informations d'adressage de la facture, sur un QR code. Donc, il pourrait être scanné par le pompiste, qui pourrait être scanné par la borne pour que ça crée automatiquement une facture électronique et que vous payez sur place. Je pense notamment aux notes de restaurant. Les notes de restaurant, c'est différent parce qu'on on a en dessous de 150 € hors taxe, la facture électronique n'est pas obligatoire. Par contre, dès que la note de restaurant dépasse 150 € hors taxe, là, l'émission de facture électronique par le restaurateur à votre entreprise, si vous déjeunez dans le cadre d'un déjeuner professionnel, est obligatoire. Mais là encore, ça va évoluer, les caisses vont évoluer, mais effectivement, sur la base d'un ticket pour les carburants et pour les péages, vous pourrez toujours déduire la TVA si vous êtes dans ce cas-là. Il y a Karine qui posait une question il y a un petit moment déjà sur effectivement les déclarations URSSAF et TVA. Donc, elles ne rentrent pas dans le champ de la réforme de la facturation électronique. Donc, oui, à date, vous avez toujours vos déclarations URSSAF et déclarations de TVA à réaliser. Merci. Désolé, je branchais mon ordinateur qui n'a presque plus de batterie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Que Il y a des conseillez-vous aux questions petits sur, il y a des entrepreneurs? questions, pardon, il y a des questions également sur les prix des plateformes, pardon, Erding, les Oui. plateformes, effectivement, donc il y en a 140, et donc chaque plateforme a choisi son modèle. Vous avez tous les modèles, et pour vous donner, parce que tout à l'heure, la question c'était, oui, quels sont les prix environ? C'est très très variable, donc c'est compliqué de vous dire. Autant quand c'est gratuit, regardez si c'est vraiment gratuit tout le temps.
Est-ce que c'est gratuit à l'adhésion et payable à la consommation? Quand c'est gratuit, tout le temps, quelle que soit l'adhésion, quel que soit le volume de facture, bah, vous êtes tranquille. Après, dès que c'est payant, sincèrement, il faut rentrer dans le détail, parce que ça peut être par forfait, ça peut être à partir d'une date, donc il faut regarder en fait. Pardon Erding, je t'ai coupé. Ouais, et même au-delà des prix, peut-être pour compléter Gérard, c'est de quoi moi mon entreprise a besoin. Comment je facture, quel est mon volume de facture, est-ce que je fais du reporting? Avant peut-être de partir sur telle ou telle plateforme, c'est regarder ce que vous avez déjà autour de vous et à partir de là, effectivement, aller choisir une plateforme. Vous n'allez pas prendre une plateforme qui fait des forfaits à 70 € par mois parce qu'ils vont proposer des services dont vous n'aurez pas besoin. C'est vraiment regarder ce dont vous avez besoin et effectivement, il y a 4-5 plateformes qui sont gratuites. Qui sont totalement gratuites, qui ont le même modèle que Time, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment à viser des auto-entrepreneurs et des micro-entreprises. Même pas même les TPE, vous avez des forfaits qui sont entre 12 et 15 € pour celles qui sont un peu plus élevées. Et puis après, vous avez les prix qui s'envolent. Mais là aussi, c'est parce qu'ils traitent des cas particuliers, ce qu'on appelle nous des cas d'usage de la facturation électronique, autofacturation, affacturage, intermédiaire transparent, etc., etc. Mais si dans votre activité, vous n'en avez pas besoin, eh bien, concentrez-vous sur les 4-5 qui font des offres gratuites pour satisfaire, je dirais, aux attendus de la réforme. Merci. Je vais reprendre ma question. Que conseillez-vous aux petits entrepreneurs? Alors, attendez, la question, elle a disparu. Ouais. Que conseillez-vous aux petits entrepreneurs, exemple Voilà. maraîcher qui vend sa production sur les marchés qui n'ont pas de matériel informatique? Je commence peut-être, Gérard. Moi, ce que je lui conseille, c'est que j'imagine que mon maraîcher il a un smartphone. Donc, il faut qu'il prenne une plateforme agréée qui est accessible sur smartphone. Très simple, par exemple Time, par exemple d'autres. Je ne vais pas les citer ici. Mais voilà, très simple, qui est accessible sur son smartphone, dans la mesure où en plus il a une activité sédentaire. Ça lui évite de faire sa compta le samedi matin ou le dimanche matin. Là, il a à proximité, il peut faire directement sur son téléphone. Gérard, si tu veux compléter. Non, c'est très bien ce que tu as dit, moi j'ai rien à rajouter. Alors, peut-être les dernières questions vraiment. Alors, si j'ai bien compris, pour les particuliers et associations à but non lucratif, donc seul le e-reporting est obligatoire. Oui, dans le sens de la réforme. Après, si vous souhaitez leur adresser une facture par mail ou une quittance, vous pouvez le faire. Ça, on ne va pas l'empêcher. Si votre client il vous demande un justificatif, vous pourrez lui envoyer. En revanche, il y a toujours cette opération de e-reporting à faire en parallèle. Oui. Merci. Une question importante. Dans le cas de la déclaration trimestrielle du chiffre d'affaires en micro à l'URSSAF, l'e-reporting est-il également effectué tous les 2 mois, soit une double saisie? Oui. Malheureusement, pour l'instant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, oui. Malheureusement, pour l'instant, c'est ce qui est prévu parce que d'un côté, vous avez l'URSSAF et puis d'autre côté, vous avez la DGFiP. Mais on essaye de travailler ensemble pour pouvoir converger vers une seule déclaration unique qui partira à la fois à l'URSSAF et à la DGFiP. Mais je vous l'ai dit, ce n'est pas pour tout de suite. Les discussions, elles viennent juste de commencer. Donc, ce sera potentiellement pour 2027, voire 2028. Mais là, effectivement, il y a cette double déclaration à faire. Écoutez, je pense qu'on arrive à terme de notre webinaire. On va commencer à conclure et peut-être qu'on y est déjà finalement. Merci à tous d'être venus, de vous être inscrits, d'avoir participé et posé vos questions. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur Internet et taper tout simplement facturation électronique. Vous allez retrouver le site de l'État qui va vous rediriger vers les bonnes réponses. Vous pouvez également aller sur le site de Time qui va potentiellement également vous accompagner si vous le souhaitez. Et puis, si vous souhaitez être accompagné de façon plus large au niveau de l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à aller sur notre site à nous, bge.asso.fr. Et merci à tous. Merci Malika, merci Gérard. Merci à tout le monde. Et, on espère un sujet passionnant. Un sujet passionnant, vous avez vu. Voilà. Et merci pour être resté jusqu'à la fin. Très important pour tous. Merci beaucoup. À vous. Merci, belle journée. Au revoir. Belle journée chaude. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.